Il y a une comète là-haut qui n'aurait jamais dû apparaître. 3 atlas. Et voilà que de nouvelles données issues du satellite TESS, publiées le 14 octobre 2025, viennent confirmer cette anomalie. Grâce à plus de 9000 clichés, ces découvertes récentes mettent au jour ce qui semble être une dissimulation intentionnelle. Ce soir, nous exposons ces preuves inédites pour trancher une fois pour toutes dans cette énigme. À côté de l'actualité sur Atlas, nous nous penchons sur une étoile énigmatique qui émet des impulsions toutes les 44 minutes en ondes radio et en rayons X, sans que quiconque en comprenne la raison. S'agirait-il d'un nouveau venu dans la catégorie des objets cosmiques insondables? Nous éclaircissons aussi la trajectoire de 4 éjections de masse coronale filant vers la Terre, dont les impacts pourraient se manifester et être observés dès cette semaine. Et pour conclure, nous examinons la particule fantôme, un neutrino d'une puissance exceptionnelle qui a pulvérisé tous les records en percutant notre planète avec une énergie jugée autrefois inconcevable. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer ensemble va transformer radicalement votre vision de ceux qui nous observent depuis l'ombre. Si ces mystères vous captivent autant qu'ils me fascinent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune mise à jour au fur et à mesure que les événements se déroulent en direct. Laissez un commentaire indiquant d'où vous suivez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez qu'on nous révèle toute la vérité sur ces découvertes qui bouleversent le monde. Et si vous souhaitez booster cette communauté, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit ou même dans vos discussions de groupe. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à traquer des récits pareils. Merci de nous soutenir. Première partie. TESS affirme, pas de queue. Pourquoi cela ébranle l'histoire basique de la comète? Figurez-vous un ciel nocturne grouillant de télescopes. Chacun valant des millions, tous braqués sur la même cible. Des centaines d'appareils, des observatoires terrestres aux vaisseaux naviguant dans le vide spatial. Tous focalisés sur un seul corps filant à travers notre système solaire. Et si l'instrument le plus précis parmi eux, après avoir empilé plus de 9000 images distinctes, révélait quelque chose d'inattendu? Il déclare qu'il n'y a pas de queue. Le 14 octobre 2025, les astronomes ont dévoilé les résultats d'une analyse colossale de données provenant de TESS, le satellite de relevé des exoplanètes par transit. Ils avaient capturé plus de 9000 poses de 3 atlas, ce visiteur interstellaire qui sème le trouble depuis sa détection. En superposant ces poses, une méthode appelée coajout, conçue pour extraire les signaux faibles du bruit ambiant, on amplifie essentiellement la lumière image par image, jusqu'à ce que la moindre trace de forme émerge du chaos. C'est comparable à écouter une mélodie à peine perceptible et à augmenter le son à chaque boucle, pour finir par saisir les paroles. Ce que TESS a détecté, ou plutôt ce qu'il n'a pas perçu, s'avère stupéfiant. L'objet se présente comme une source ponctuelle, un simple point, sans coma étendu, sans nuages diffus de poussière et de gaz s'étalant, sans traînées s'échappant du soleil. Lors de la mesure du profil de luminosité radiale, la façon dont la lumière diminue en s'éloignant du centre, elle chute comme celle d'une étoile, et non comme celle d'une comète. Les étoiles apparaissent en source ponctuelle car, malgré leur immensité, la distance les réduit à un seul pixel. Les comètes, en revanche, devraient se distinguer. Elles s'étendent, affichent une structure, arborent cette queue emblématique qui émerveille ou effraie l'humanité depuis des millénaires. La fonction d'étalement du point, ou PSF, représente le motif lumineux issu d'une source ponctuelle après passage dans les optiques du télescope. Chaque instrument en possède une, comme une signature unique. Quand TESS a scruté 3 atlas, il n'a vu que cette signature, rien de plus. L'équipe d'analyse a pu chiffrer précisément les implications. S'il y avait eu de la poussière au-delà d'un certain seuil de brillance de surface, elle aurait été visible. Ce processus de superposition booste tellement le rapport signal-bruit que même les traits les plus subtils ressortent. Ils ont pu établir des limites sur la densité de poussière, la taille des particules et la vitesse d'éjection. Tous les calculs convergent vers une même idée. Quelle que soit la poussière potentielle, elle ne se comporte pas comme celle d'une comète ordinaire. D'autres relevés contredisent cela, et c'est là que l'affaire devient intrigante. JWST, le télescope spatial James Webb, a repéré de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone autour de cet objet. Les mesures spectroscopiques indiquent une perte de masse, des composés volatiles s'évaporant dans l'espace. Ce sont des indices d'activité d'une comète en pleine fonction. Mais où est la queue? Où est la preuve tangible de toute cette matière qui s'échappe? On se retrouve acculé. Soit la coma est si resserrée, si anormalement compacte et contenue qu'elle échappe aux télescopes optiques tout en générant des signatures gazeuses détectables, soit un phénomène tout autre se produit. C'est comme observer un feu de camp qui flambe sans qu'aucune fumée ne s'élève. Soit la fumée est comprimée jusqu'à l'invisibilité par un processus inconnu, soit ce qu'on prend pour un feu n'en est pas un véritable. Cette contradiction reste là, implacable. Nous avons passé des mois à observer cet objet avec l'un des instruments les plus précis que nous ayons jamais conçus pour repérer les structures étendues faibles.
Il n'a rien détecté. Pourtant, d'autres outils, ajustés sur des longueurs d'onde variées et des phénomènes physiques distincts, hurlent qu'il se passe bel et bien quelque chose. L'une de ces mesures manque un élément essentiel. Ou bien notre modèle global pour décrire l'apparence d'une comète est sur le point de s'effondrer. Et voilà ce qui m'empêche de dormir. Nous avons déjà vu des comètes se comporter de manière insolite par le passé, mais jamais comme ça. Jamais un objet n'a si fidèlement imité une source ponctuelle tout en affichant des traces chimiques d'une activité intense. Les données ne se contentent pas d'être incohérentes, elles s'opposent frontalement. Ce n'est pas une simple divergence due à des conditions d'observation variables ou à des bizarreries techniques. C'est un clash fondamental sur ce que l'objet est en train de faire. Les résultats de ces tests sont publics désormais. Tout le monde peut les télécharger, effectuer ses propres calculs, vérifier les chiffres. Les conclusions sont reproductibles. L'absence de queue est confirmée, ce qui nous oblige à décrypter ce qui se trame vraiment. Car si on ne parvient pas à l'expliquer par la physique classique des comètes, il faudra envisager des théories qui paraissent franchement farfelues. Mais avant d'en arriver là, il faut sonder la profondeur de ces incohérences et comprendre pourquoi divers instruments dépeignent des images radicalement opposées du même corps céleste. Deuxième partie, les contradictions entre instruments. JWST, réseau au sol, spectrographe. Imaginez JWST, ce bijou de 10 milliards de dollars en astronomie infrarouge, qui oriente ses miroirs vers 3I, Atlas. Les données reviennent et elles sont limpides. Dioxyde de carbone, vapeur d'eau, une chevelure gazeuse chargée en composés volatiles. Les spectrographes captent des signatures moléculaires. Des raies d'émission indiquent que des atomes s'excitent. Des molécules vibrent, des gaz jaillissent du noyau. Pendant ce temps, les télescopes optiques terrestres perçoivent des asymétries, ou parfois quasi rien du tout. Des instruments différents, des récits divergents. Qu'est-ce qui cloche? La réponse réside en partie dans ce que chaque appareil mesure précisément. JWST fonctionne dans l'infrarouge, en scrutant les longueurs d'onde où les molécules émettent de la lumière via leur vibration et rotation. Il est hypersensible au gaz, à la composition chimique de tout ce qui entoure le noyau. Il n'a pas besoin de lumière solaire réfléchie pour détecter une chevelure. Il écoute les molécules chanter dans l'infrarouge, et ces chants sont forts et distincts. Spherex, une autre mission infrarouge, a signalé d'abondantes quantités de dioxyde de carbone vaporisé autour de 3I, Atlas, avec des ratios dioxyde de carbone au inhabituels même pour les comètes les plus excentriques. Les télescopes optiques, eux, opèrent autrement. Ils observent la lumière solaire réfléchie, la façon dont les particules de poussière dispersent la lumière du Soleil vers nous. Pour visualiser une structure en optique, il faut de la poussière étendue. Des grains dispersés dans l'espace capables d'attraper et de renvoyer la lumière solaire. Si la poussière est trop dense, trop près du noyau, ou si les particules ont une taille inadaptée pour diffuser efficacement aux longueurs d'onde optiques, on risque de ne rien voir, même si du gaz s'échappe abondamment de l'objet. C'est là qu'interviennent les fonctions de diffusion. Les petites particules de poussière, des grains micrométriques, diffusent la lumière avec efficacité et peuvent former des queues visibles. Les plus grosses, de l'ordre du millimètre à centimètre, diffusent moins bien et se déplacent plus lentement. Elles sont plus dures à éjecter du noyau en raison de leur masse accrue. Ces grains plus volumineux pourraient rester collés près de l'objet, formant une enveloppe compacte mais faiblement visible en optique, que les télescopes optiques peinent à repérer, tout en générant beaucoup de gaz par sublimation de la glace en surface. Sans oublier la géométrie. L'angle de phase, entre le Soleil, l'objet et l'observateur, modifie la perception de toute queue ou chevelure. Si on observe depuis un mauvais angle, une queue pourrait être raccourcie, pointant presque droit vers nous ou s'en éloignant, la rendant invisible même si elle existe. Différents instruments ont observé à des moments distincts, depuis des positions orbitales variées, voyant l'objet sous des angles changeants. Une queue visible pour l'un pourrait être masquée pour l'autre, juste par malchance géométrique. On a déjà connu des désaccords inter-instruments. La comète Ison en 2013 promettait d'être spectaculaire avant de se désintégrer, mais divers télescopes rapportaient des niveaux d'activité fluctuants selon les époques. C. 2017 K2 affichait une chevelure dans certaines observations et semblait calme dans d'autres, déclenchant des débats sur son activité réelle ou ses dégazages sporadiques. La différence ici, c'est l'ampleur. Atlas ne montre pas de simples variations. Il présente une scission binaire, queue ou pas de queue, source ponctuelle ou objet étendu. Peu de nuances dans les données. Les décalages temporels aggravent le tout. JWST a observé lors de fenêtres spécifiques, les télescopes terrestres pendant les autres instruments scrutaient sans relâche, mais avec une résolution spatiale bien moindre. Et si l'objet n'était actif que par intermittence, éjectant de la poussière et des gaz par à-coups plutôt que de manière continue? Dans ce cas, un télescope pourrait le surprendre en pleine éruption,
tandis qu'un autre ne percevrait que le calme plat. Les données paraîtraient alors contradictoires, alors qu'elles reflèteraient fidèlement chaque instant observé. Pourtant, même en tenant compte de tous ces facteurs, l'ampleur des divergences reste exceptionnelle. L'empilement profond d'images optiques issues d'observatoires professionnels devrait révéler des traînées de poussière ténue, si elles existaient. Or, TESS, après avoir superposé des milliers de clichés, ne détecte rien d'étendu, ce qui implique soit que la poussière est d'une compacité remarquable, soit qu'elle n'est tout bonnement pas présente en quantité prévue. Et si elle manque à l'appel, d'où provient donc ce gaz en abondance? Le gaz ne surgit pas du néant. Il résulte soit de la sublimation de glace sur des grains de poussière, soit d'une émission directe du noyau. Dans les deux scénarios, de la poussière devrait accompagner le processus. On commence à douter de la fiabilité de chaque instrument pris isolément. Chacun perçoit une facette de l'éléphant, transmettant avec honnêteté ce que ses capteurs captent. Mais l'image d'ensemble refuse de se former en un tableau cohérent. C'est ainsi que la plupart des énigmes astronomiques se dissipent. On accumule davantage de mesures, on affine les simulations, et l'on débusque un effet subtil négligé, comme une diffusion inattendue ou une composition atypique. Cependant, à chaque nouvelle prise de vue d'Atlas, le tableau s'obscurcit davantage au lieu de s'éclaircir. Et voilà qu'émerge la question du vaisseau spatial. Une observation capable de trancher pourrait au contraire tout embrouiller irrémédiablement. Car un appareil disposait peut-être de l'angle idéal, de la netteté parfaite et de la perspective optimale pour scruter Atlas de près. La mission Psyché était en route. Son parcours l'aurait potentiellement placé à portée de visée. Et si des photos ont été prises, où sont-elles passées? Troisième partie. Chronologie et le rôle de Psyché, le point où l'histoire bascule et où les archives officielles se taisent. Nous avons buté sur une impasse avec les télescopes terrestres et orbitaux, tous en désaccord sur leur découverte. Il est temps d'aborder ce qui pourrait être l'observation la plus cruciale, et pourtant passée sous silence dans les sphères publiques. Le vaisseau Psyché, lancé par la NASA pour explorer l'astéroïde métallique 16 Psyché, vogue dans l'espace interplanétaire muni d'un arsenal d'instruments d'imagerie. Sa vocation principale est d'atteindre sa cible astéroïdale, mais en chemin, ses caméras effectuent des clichés de calibration, des vues pour la navigation et des relevés scientifiques impromptus. L'engin embarque un capteur apte à produire des clichés précis. Durant sa phase de croisière, les équipes orientent régulièrement ces optiques vers divers objectifs pour valider les systèmes, ajuster les appareils et cueillir des données bonus quand l'occasion se présente. C'est la routine pour les expéditions interplanétaires. Vous avez une caméra à bord. Vous sillonnez le vide cosmique. Vous mitraillez dès que possible. La NASA a diffusé certaines de ces captures au grand public. Des vues de calibration de la Terre et de la Lune à diverses distances, des champs d'étoiles pour vérifier la trajectoire, ce genre de choses. C'est là que la séquence temporelle devient intrigante. Selon les éphémérides accessibles, qui détaillent les positions et les orbites de Psyché et de 3I Atlas, des fenêtres temporelles ont existé où le visiteur interstellaire entrait dans le champ possible des caméras du vaisseau. Pas forcément au plus près, mais suffisamment pour qu'une observation ciblée fournisse des informations précieuses. La configuration précise repose sur des calculs d'orbital déduits des paramètres missionnels publiés, mais l'opportunité n'est pas exclue. Alors, où sont ces clichés? La NASA gère des bases de données brutes des missions spatiales. La plupart des programmes finissent par libérer leurs fichiers originaux ou au moins les métadonnées sur les prises et leurs dates. Ces réserves permettent aux astronomes amateurs de dénicher des comètes ou astéroïdes dans d'anciennes plaques. Aux chercheurs de revenir sur des détails escamotés lors des premières analyses. Les images brutes des outils de Psyché devraient être accessibles via le système de données planétaire de la NASA ou les archives dédiées à la mission. L'énigme réside dans l'absence d'annonces publiques concernant des fichiers Psyché bruts incluant 3I Atlas lors des phases d'approche minimale. Cela ouvre la porte à de multiples interprétations, et il faut éviter les spéculations hâtives. Examinons d'abord les motifs anodins, car ils sont tout à fait crédibles. La transmission des données d'un vaisseau est une ressource limitée. Les missions en profondeur spatiale ne renvoient qu'un volume restreint lors de chaque liaison avec la Terre. Les planificateurs sélectionnent les priorités, d'abord les mesures d'ingénierie, ensuite les données scientifiques du but principal, et le reste en dernier. Si les caméras de Psyché ont immortalisé Atlas, ces enregistrements pourraient encore dormir en mémoire à bord, en attente d'une fenêtre de transmission future où la bande passante libérera de l'espace. Il faut aussi prendre en compte la compression et la gestion des données. Les sondes spatiales ne disposent pas d'un espace de stockage illimité. Elles recourent à des tampons circulaires qui effacent les anciennes informations dès que de nouvelles arrivent. Si les clichés d'Atlas n'ont pas été marqués comme prioritaires, ils ont pu subir une compression intense ou même être remplacés par des observations plus récentes.
Cela se produit bien plus fréquemment que le grand public ne l'imagine. Toutes les images prises lors d'une mission spatiale n'atteignent pas la Terre en résolution complète. Les erreurs de métadonnées et d'indexation représentent une autre option. Les photos pourraient figurer dans les archives sans être correctement répertoriées. Horodatage erroné, champ cible mal étiqueté, en-tête corrompue. Toute personne ayant manipulé de vastes bases de données astronomiques sait à quel point il est facile pour des données de disparaître pratiquement, simplement parce qu'elles ont été rangées au mauvais endroit ou indexées avec des mots-clés inadaptés. Une vue d'Atlas pourrait ainsi reposer dans les archives, classée comme un cadre d'étalonnage ou un champ d'étoiles, en attendant qu'un regard attentif y découvre ce qu'elle contient vraiment. Sans oublier l'explication administrative. Les agences spatiales imposent des périodes d'embargo, des politiques sur les droits de données et des fenêtres d'accès exclusifs pour les équipes de mission. Peut-être que les images existent bel et bien, que l'équipe les examine en ce moment, et qu'elles seront diffusées selon un calendrier pas encore échu. Les scientifiques obtiennent souvent un accès prioritaire à leurs propres données avant toute publication publique. Cela protège ceux qui ont conçu et fabriqué les instruments, leur offrant le temps de publier leurs découvertes avant que d'autres ne les devancent en exploitant les mêmes éléments. Toutes ces justifications tiennent la route. Aucune n'implique de complot ou de dissimulation. Ce ne sont que les aléas ordinaires du fonctionnement des missions spatiales. Mais voilà le hic, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. On ignore ce qui a été enregistré parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble des archives. On ne sait pas ce qui a été priorisé pour la transmission, ce qui a été compacté, ni comment les choses ont été étiquetées. Les métadonnées qui pourraient nous éclairer sont peut-être incomplètes ou inaccessibles. Ce qu'on peut faire, et ce qu'il faut faire, c'est interroger. Des demandes au titre de la loi sur la liberté d'information peuvent forcer la libération de données gouvernementales. On peut soumettre des requêtes d'accès aux archives, aux journaux de mission, aux logs de SLU, aux rapports d'activité des instruments. Ces documents existent et sont demandables. La vraie interrogation porte sur les images qui pourraient trancher le mystère d'Atlas. Sont-elles stockées quelque part dans une archive, prêtes à être exhumées, ou n'ont-elles jamais été prises du tout, ou bien ont-elles été capturées mais retenues pour des motifs qu'on ne saisit pas encore? C'est là que l'histoire peut bifurquer de plusieurs façons. Si ces images existent et sont rendues publiques, on pourrait enfin contempler l'apparence réelle d'Atlas, dissipant les incohérences entre TESS, JWST et les autres observations. Si elles n'existent pas, il faudra comprendre pourquoi une sonde équipée de caméras opérationnelles n'a pas saisi ce qui pourrait bien être l'événement astronomique du siècle. Et si elles existent mais demeurent inaccessibles, alors on affronte un autre type de souci qui soulève des interrogations sur la transparence et la gouvernance des données en sciences spatiales. Quatrième partie, des alternatives physiques à l'hypothèse cométaire, des théories non cométaires compatibles avec les observations. Reculons un instant de la question des archives pour poser une interrogation plus profonde. Et si 3I Atlas n'était pas une comète au sens classique? Et si on s'acharnait à le ranger dans la mauvaise case dès le départ? Si cet objet ne respecte pas les règles des comètes, à quoi pourrait-il ressembler? Et une explication alternative pourrait-elle résister à toutes les contraintes qu'on a accumulées? Hypothèse numéro 1, un gros corps inerte avec un dégazage microscopique. Figurez-vous un bloc de roche et de glace originaire d'un autre système stellaire, modelé par des conditions de formation différentes de tout ce qu'on connaît dans le nôtre. Peut-être qu'il reste en grande partie inactif, sans sublimation intense comme une comète, mais qui libère quand même de faibles quantités de gaz par des fissures, par de rares poches de glace volatiles affleurant à la surface. Cela rendrait compte des signatures gazeuses détectées par JWST sans exiger une production massive de poussière qui formerait une queue visible. L'objet demeurerait compact, semblerait ponctuel, mais manifesterait tout de même une activité chimique. Le souci avec ce scénario, c'est d'évaluer les taux de production de gaz. Les mesures de JWST indiquent une perte volatile notable. On ne peut pas dissimuler une telle émission gazeuse dans de minuscules fissures sans remuer de la poussière par la même occasion. La glace ne se sublime pas sans entrave. Elle emporte des particules de poussière dans sa vaporisation. Il faudrait une composition très particulière. Peut-être une glace volatile pure, isolée de la poussière. Et ça paraît géologiquement peu crédible. Hypothèse numéro 2, un nuage de fragments. Et si 3I Atlas n'était pas un objet unique, mais un essaim serré de petits débris voyageant ensemble, chacun trop menu pour être résolu individuellement même par nos meilleurs télescopes, mais générant collectivement la luminosité qu'on observe? Imaginez une bande de poissons ou un vol d'oiseaux où le groupe agit comme un tout. Chaque fragment émettrait un peu de gaz, un peu de poussière, mais le matériau resterait confiné au sein de l'essaim plutôt que de s'étirer en une queue typique. Cela pourrait justifier l'aspect ponctuel. Si les fragments sont suffisamment rapprochés pour que notre résolution angulaire ne puisse les distinguer,
nous les percevrions comme un unique corps céleste. La formation de gaz se répartirait sur de nombreuses petites surfaces au lieu d'émaner d'un seul noyau, ce qui pourrait générer des propriétés de diffusion différentes de celles anticipées. Cependant, ce scénario pose aussi des difficultés. Pourquoi ces morceaux demeureraient-ils unis? Il faudrait une attraction gravitationnelle collective pour les retenir, sinon ils s'éparpilleraient sur des distances interstellaires. De plus, un SM devrait révéler des variations structurelles, une forme allongée ou une diffuseur, même si nous ne parvenons pas à isoler les éléments individuels. L'hypothèse numéro 3 porte sur des effets électrodynamiques. C'est là que l'on entre dans le domaine de l'inhabituel. Imaginons que les particules de poussière autour d'Atlas soient électriquement chargées et qu'un champ magnétique ou électrique suffisamment puissant les maintienne près du noyau. La poussière chargée peut léviter, se trouver piégée dans des arrangements qui ne respectent pas les trajectoires balistiques simples. On observe cela dans les anneaux planétaires, dans les expériences de plasma en laboratoire, ou dans les zones où les forces électromagnétiques prédominent sur la gravité. Si Atlas porte une charge, si elle produit des champs par un mécanisme que nous ignorons, la poussière pourrait ne pas s'échapper en une queue du tout. Elle pourrait flotter, circuler, rester confinée. Le gaz s'échapperait quand même, car les molécules sont plus difficiles à retenir électromagnétiquement, mais la poussière resterait en place, invisible aux télescopes optiques à la recherche d'une extension. Cela rendrait compte de presque tout. L'aspect compact, la détection de gaz, l'absence de queue visible. Le hic, c'est que nous n'avons aucune explication pour la génération de ces champs par un corps inerte. Il faudrait quelque chose d'actif, une source d'énergie. Et cela nous amène à l'hypothèse 4, celle qui met les scientifiques mal à l'aise, mais que nous devons au moins évoquer vu l'étrangeté de la situation. Et si cet objet était artificiel? Et s'il était conçu, équipé de systèmes actifs, produisant les signaux que nous mesurons par des procédés technologiques plutôt que géologiques? Un objet artificiel expliquerait à la perfection ces incohérences. Des réflecteurs actifs pourraient causer les variations de luminosité. Des sources d'énergie pourraient émettre du gaz sans nécessité de sublimation de glace. L'apparence compacte serait logique pour une structure fabriquée. Les signatures électromagnétiques, si nous en détections, seraient attendues et non mystérieuses. Le souci, bien sûr, est que c'est une affirmation extraordinaire qui exige des preuves extraordinaires. Et nous n'en avons pas encore. Nous avons des anomalies, des contradictions, des observations inexpliquées, mais pas de démonstration. Chacune de ces théories formule des prédictions. L'hypothèse des microfragmentations prévoit que nous devrions finir par observer une production de poussière, faible mais repérable si nous accumulons suffisamment de données. Le modèle de nuage de fragments anticipe des changements structurels au fil du temps à mesure que l'SM évolue. Le modèle électromagnétique suggère la découverte de signatures de champs, d'anomalies de polarisation, peut-être des émissions radio. Le modèle artificiel prévoit des éléments qui ne se produisent pas naturellement. Des formes géométriques, des raies spectrales issues de processus industriels, des motifs temporels indiquant un contrôle plutôt qu'un désordre. Ce qui est frappant, c'est qu'aucune de ces théories ne colle parfaitement. Chacune éclaire certaines observations tout en soulevant de nouvelles interrogations sur d'autres. Les explications naturelles impliquent des compositions ou des agencements improbables. Les explications naturelles exotiques requièrent une physique inédite chez les comètes. Et l'explication artificielle nous oblige à admettre que nous observons une technologie d'une autre civilisation, un saut que la plupart des scientifiques refusent sans preuve accablante. Mais nous aurons besoin d'une de ces interprétations, ou d'une encore plus inattendue, car le modèle standard de comète est défaillant. Nous ne pouvons plus le qualifier de comète alors qu'il refuse de se comporter comme tel. À un moment donné, si un objet contredit systématiquement nos attentes, il faut réviser notre conception de ce qu'il est. Nous pourrions être à ce stade avec Atlas. Partie 5. Formaliser le défi. Qu'est-ce qui prouverait de manière convaincante une origine non naturelle? Traçons une limite claire. Définissons précisément ce qui devrait être démontré pour écarter l'explication naturelle et nous contraindre à envisager sérieusement un objet artificiel. Ce n'est plus de la pure conjecture. Il s'agit d'établir des critères vérifiables qui satisferaient même les esprits les plus sceptiques. Premier critère, une structure résolue incompatible avec la physique connue. Si nous obtenions une image d'Atlas avec une résolution suffisante pour en voir la forme et que cette forme exhibait des arêtes nettes, des angles droits, des motifs symétriques ou des composants mobiles, cela serait marquant. Les objets naturels sont bosselés, irréguliers, façonnés par l'accrétion, les collisions et les forces gravitationnelles qui ne créent pas de précision géométrique. Un objet sphérique n'éveille pas de soupçon. Les sphères minimisent l'énergie de surface. Mais un cube, un cylindre, des éléments articulés qui bougent les uns par rapport aux autres, cela exigerait une justification. Deuxième critère,
des raies spectrales. Les raies spectrales issues de composés inattendus constituent un premier indicateur. Les comètes révèlent la présence d'eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de molécules organiques, tous éléments conformes à nos attentes pour des vestiges primordiaux. Si la spectroscopie détectait du technétium, substance produite uniquement par des réactions nucléaires, ou des composés industriels comme des polymères synthétiques, ou encore des ratios isotopiques non naturels, cela alerterait immédiatement. L'univers forge une palette restreinte de produits chimiques via la nucléosynthèse stellaire et les processus chimiques ordinaires. Tout élément extérieur à cette palette requiert une explication. Deuxième critère, les anomalies d'enregistrement multibandes. On capture des images dans diverses longueurs d'onde et on les superpose. Les objets naturels affichent des motifs prévisibles. Les zones chaudes irradient davantage en infrarouge. La poussière diffuse la lumière optique. Les gaz émettent à des longueurs d'onde précises. Si les images des différentes bandes ne s'alignent pas selon les lois physiques attendues, si une structure apparaît dans une bande sans équivalent dans les autres, cela évoque une complexité dépassant les simples mécanismes thermiques et de diffusion. Troisième critère, les signatures de métadonnées et de télémétrie. Il s'agit ici de la traçabilité des données. Pour les observations spatiales, les images brutes incluent des en-têtes avec horodatage, réglages instrumentaux, sommes de contrôle et données de calibration. Ces en-têtes se vérifient en les confrontant aux journaux de mission. Toute incohérence pourrait signaler une manipulation, mais surtout, des métadonnées cohérentes et authentifiables renforcent la validité de l'observation. On ne valide pas une découverte extraordinaire avec des données invérifiables. Quatrième critère, les signaux corrélés traversant divers domaines physiques. Si Atlas présentait un éclat optique simultané, des sursauts radio, des flashs X et des détections de neutrinos, tous synchronisés sur les mêmes événements, ce serait stupéfiant. Les phénomènes naturels génèrent des émissions multilongueurs d'onde, mais selon des corrélations bien connues. Les blazars, pulsars ou supernovas arborent des signatures distinctives. Un comportement multilongueur d'onde inédit exigerait une théorie novatrice. L'histoire illustre comment la fiabilité des données et leur origine peuvent sceller ou ruiner des affirmations extraordinaires. Les bandes du programme Apollo ont failli disparaître, nécessitant des restaurations des décennies plus tard. Certaines ont été effacées, d'autres détériorées. Les archives astronomiques connaissent leurs propres vicissitudes. Étiquetage erroné, support dégradé, savoir institutionnel évanoui avec le départ des experts. La qualité des preuves pèse autant que les preuves elles-mêmes. La dimension sociologique entre en ligne de compte. Les équipes de mission subissent une pression intense. Les carrières reposent sur des missions fructueuses, des résultats publiables, des déclarations défendables. Les enjeux nationaux influencent. Certaines données restent classifiées ou sous embargo pour des motifs stratégiques sans rapport avec leur valeur scientifique. La crainte du ridicule est tangible. Aucun chercheur ne souhaite endosser l'échec d'une allégation extraterrestre infondée. Le prix professionnel est exorbitant. Quelles caractéristiques définiraient un ensemble de données crédibles? Des images brutes non compressées, sans traitement ni amélioration. Des en-têtes de métadonnées exhaustifs, vérifiables par des sources autonomes. Des sommes de contrôle attestant l'absence de modifications. Plusieurs observations indépendantes de divers instruments se confirmant mutuellement. Un accès ouvert permettant à quiconque d'analyser les données, de reproduire les résultats, et idéalement une chaîne de garde documentée de la capture au stockage puis à la diffusion. Toute vidéo, affirmation ou annonce relative à Atlas doit répondre à ces exigences. Si l'on prétend détenir des images spatiales d'un phénomène extraordinaire, la question prioritaire porte sur les fichiers bruts. Peut-on authentifier les métadonnées? Les analystes indépendants y ont-ils accès? Sans cette transparence, on se heurte à une observation ambiguë qui soulève plus d'interrogations qu'elle n'en résout. Le fardeau de la preuve pour une revendication extraordinaire est colossal, et c'est justifié. La science avance par la rigueur probante, l'exigence de reproductibilité, le refus d'accepter des assertions merlies parce qu'elles fascinent. Pourtant, la science progresse aussi en traquant les anomalies, en accordant crédit aux observations discordantes, en révisant les modèles quand les faits l'imposent. Nous vivons un instant où les observations d'Atlas méritent une étude approfondie par leur bizarrerie, sans pour autant autoriser des conclusions définitives. L'avenir dépend de l'accès aux données décisives, de la capacité des nouvelles informations à combler ou creuser les lacunes de notre savoir, et de l'équilibre que saura tenir la communauté scientifique entre scepticisme sain et curiosité authentique. Le cadre existe. Les critères sont posés. Il reste à observer si les preuves se matérialiseront. Partie 6. ASCAP J1832. Un battement de 44 minutes en radio et rayon X.
Prenons du recul sur Atlas un instant pour examiner un événement dans notre propre galaxie qui oblige les astronomes à reconsidérer leurs certitudes sur les objets cosmiques. Des astronomes exploitant le Square Kilometre Array australien, l'équipe du réseau de radiotélescopes Pathfinder ASCAP, en collaboration avec l'Observatoire à rayons X Chandra de la NASA, a repéré un astre baptisé ASCAP J1832-0911. Cet objet émet des signaux rythmés comme un battement de cœur toutes les 44 minutes, à la fois dans les ondes radio et les rayons X, de manière synchronisée. Cette trouvaille s'inscrit dans une campagne d'observation dédiée à la chasse aux sources radiotransitoires. Ces entités qui surgissent, s'évanouissent ou modulent leur éclat au fil du temps. Les transitoires à longue période, ou LPT, représentent une classe récente et mystérieuse d'objets célestes qui clignotent dans les longueurs d'onde radio à intervalles de dizaines de minutes à plusieurs heures. Ils sont peu courants, mal compris et ne s'intègrent pas facilement dans les catégories établies. ASCAP J1832 est le premier détecté qui pulse également en rayons X en plus des ondes radio, ce qui le rend particulièrement intrigant. Les mesures sont fiables. L'objet libère une éruption radio de 2 minutes, puis reste muet pendant 42 minutes avant de recommencer. Ce cycle se répète avec une précision horlogère. Les données de Chandra révèlent des impulsions X alignées sur ces rafales radio. Pas une superposition idéale, mais une corrélation évidente. L'objet se situe approximativement à 15 000 années-lumière dans notre galaxie, sans lien apparent avec un amas stellaire ou une nébuleuse. Qu'est-ce qui pourrait générer un tel signal? Les suspects principaux sont des corps magnétiquement actifs. Les magnétars, ces étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques extraordinairement intenses, sont connus pour leur pulsation. Cependant, leurs cycles sont bien plus rapides, de l'ordre de millisecondes à secondes, pas 44 minutes. Il faudrait un arrangement inhabituel, une façon pour le champ d'accumuler l'énergie progressivement et de la décharger de façon périodique. Aucune théorie solide n'existe pour l'instant. Les naines blanches ultramagnétisées constituent une autre hypothèse. Ce sont des noyaux stellaires éteints, comprimés à la taille de la Terre environ, mais qui tournent encore et conservent des champs magnétiques puissants. Si une naine blanche effectuait une rotation sur 44 minutes, un rythme exceptionnellement lent, et si elle subissait une accrétion active ou des reconnexions magnétiques calées sur sa vitesse, cela pourrait produire des éclats réguliers. Mais le tempo reste bizarre. La plupart des naines blanches tournent bien plus vite ou ont perdu leur champ magnétique. Les systèmes binaires apportent une autre piste. Imaginez deux astres en orbite l'un autour de l'autre avec une période de 44 minutes et une interaction entre eux, peut-être une accrétion ou un chauffage tidal, qui déclenche des flambées périodiques expliquant les observations. Le hic, c'est qu'une orbite de 44 minutes implique une proximité extrême. Les objets devraient s'être déjà fusionnés ou s'approcher vite en émettant des ondes gravitationnelles. Aucune explication classique ne convainc pleinement. Chacune exige des ajustements, des circonstances particulières, et doit contourner des données gênantes. Et ce sans même aborder le lien avec Oumuamua, qui paraît impensable au premier abord. ASCAP J1832 est un objet galactique, sans doute d'origine stellaire, qui pulse en radio et en X. Oumuamua est un visiteur interstellaire, avec des bizarreries optiques et infrarouges, mais sans détection radio ou X confirmée. Ce sont des phénomènes radicalement distincts, dans des contextes opposés. Pourtant, voilà pourquoi j'en parle. Si un seul objet dans notre Voie lactée peut déjouer toutes les règles connues, générer un signal qui échappe à toute classification astronomique établie, alors on doit rester modeste quand on juge ce qui est possible ou non pour d'autres anomalies qu'on croise. ASCAP J1832 démontre que l'univers garde des surprises non répertoriées, des processus inédits, des types d'objets encore à découvrir. Cette détection souligne aussi nos lacunes. ASCAP est un ensemble radiotélescopique récent, en service depuis quelques années seulement. Chandra vogue dans l'espace depuis 1999, mais ne scrute que ce qu'on lui cible. ASCAP J1832 pulse vraisemblablement depuis des milliers ou millions d'années, et on vient à peine de le repérer. Combien d'autres entités étranges attendent là-dehors, détectables avec nos outils actuels, mais invisibles parce qu'on n'a pas fouillé aux bons endroits ou de la bonne manière. Cela touche directement Oumuamua, car ça modifie les probabilités a priori. Avant ASCAP J1832, on aurait pu affirmer que des signaux périodiques bizarres sur plusieurs bandes ne correspondent pas à des objets naturels. Toute allégation de ce genre relèverait sans doute d'une erreur instrumentale ou d'une mauvaise interprétation. Désormais, on sait que ça existe, sans explication satisfaisante. Ça nous incite à plus de prudence avant de rejeter des anomalies ailleurs juste parce qu'elles ne collent pas aux modèles existants. Ça propose aussi une approche de recherche. Face à une bizarrerie, chercher en d'autres pour déceler des motifs. Il y a peut-être un fil conducteur, peut-être pas, mais on ne saura rien sans creuser. Ce qui nous amène à la question, Oumuamua et ASCAP J1832 pourraient-ils partager une physique commune? Ça paraît farfelu,
mais explorons au moins avant de balayer d'un revers. Partie 7. Connexion croisée. ASCAP J1832 et Oumuamua sont-ils liés par une physique crédible? Soyons francs dès le départ. Il n'y a aucune preuve que ASCAP J1832 et un Oumuamua soient connectés de quelque façon. Ce sont des types variés d'objets, à des échelles distinctes, dans des contextes diversifiés. Notre démarche consiste à examiner des analogies, à repérer d'éventuels mécanismes communs, à nous interroger sur la possibilité que la même physique exotique puisse s'appliquer dans des régimes variés. Même si la réponse s'avère négative, cet exercice de réflexion met en lumière les examens que nous devrions mener. Commençons par les échelles énergétiques. ASCAP J1832 émet des impulsions radio et rayons X. Les émissions radio peuvent provenir d'un rayonnement synchrotron, où des particules chargées tournoient dans des champs magnétiques, ou de processus de plasma cohérents. Les rayons X exigent des énergies plus élevées. Du plasma chaud, une reconnexion magnétique, une accélération de particules à des vitesses relativistes. Ces phénomènes sont intenses, bien plus que tout ce qu'on relie aux comètes, simples agrégats de glace et de roches réchauffés par le Soleil. Mais imaginons qu'Atlas abrite ou génère des champs magnétiques. Les comètes possèdent des magnétosphères induites. Lorsque le vent solaire interagit avec leur coma ionisé, l'échange reste modeste. Rien de comparable aux champs structurés des magnétars ou des systèmes d'accrétion, pourtant cela existe bel et bien. Si Atlas disposait d'un champ interne exceptionnellement puissant, ou s'il transportait des particules chargées formant des structures de champ, ces derniers pourraient-ils engendrer des émissions radio dans des conditions favorables? La physique des plasmas offre quelques pistes. Des émissions radio cohérentes peuvent surgir d'instabilités plasmatiques, de zones où la densité de particules chargées fluctue abruptement, de couches limites où des plasmas distincts se rencontrent. Si Atlas libère du gaz, ce gaz s'ionise sous l'effet des UV solaires. Une coma ionisée forme un plasma, et les plasmas peuvent propager des ondes, des instabilités, des mécanismes d'émission. Habituellement, ces signaux sont trop faibles pour être captés, mais dans des circonstances particulières, comme des densités de charge extrêmes ou des configurations magnétiques inhabituelles, des signaux détectables pourraient émerger. Le rythme temporel diffère toutefois radicalement. ASCAP J1832 pulse toutes les 44 minutes avec une régularité impeccable. Cette périodicité évoque une rotation, un mouvement orbital ou une oscillation résonante. Atlas ne présente pas une telle périodicité dans ses observations optiques. S'il y en a une, elle se déroule sur des échelles de jours ou de semaines, non de minutes. Tout mécanisme partagé devrait ainsi fonctionner sur une vaste gamme de temps caractéristiques, ce qui paraît improbable sans un processus fondamental commun s'adaptant différemment selon les milieux. Et pour les rayons X, on a déjà observé des émissions X chez les comètes, issues d'échanges de charges entre ions du vent solaire et atomes neutres de la coma. C'est discret, il faut des instruments sensibles pour le repérer, mais c'est authentique. Si Atlas arbore une coma particulièrement dense ou dynamique, des émissions X ne seraient pas étonnantes. La vraie interrogation porte sur leur périodicité, leur structure, un éventuel synchronisme avec d'autres observations. L'échange de charges naturelles reste assez homogène, sans pulsation. Examinons une hypothèse spéculative unifiée, à titre d'exercice intellectuel. Supposons une catégorie d'objets, naturels ou non, qui entretiennent des champs magnétiques localisés intenses et des environnements plasmatiques denses. Dans un cadre galactique, avec des échelles de masse stellaire et des objets compacts, on obtient ASCAP J1832, impulsion régulière due à une rotation ou une oscillation, émission radio et X issues de processus plasmatiques. Dans un contexte interstellaire, avec un petit objet comme Atlas, la même physique de champ et de plasma s'exprime via des comas confinés, des ratios gaz-poussière anormaux, peut-être des sursauts radio trop ténus ou fugaces pour avoir été relevés jusqu'ici. Cette idée formule des prédictions vérifiables. Si Atlas et ASCAP J1832 reposent sur une physique sous-jacente commune, il faudrait chercher des impulsions radio faibles chez Atlas, surtout au périhélie où l'interaction avec le vent solaire culmine. Des éclats X liés à des élévations optiques ou des épisodes de production gazeuse. Des signatures de polarisation dans la lumière diffusée par Atlas, signalant des champs magnétiques organisés. Une rotation de Faraday sur des sources radio de fond vues à travers la coma d'Atlas, révélant l'intensité du champ magnétique. Des détections de neutrinos corrélées à l'un ou l'autre objet, si des mécanismes d'accélération produisent des particules à haute énergie. La plupart de ces mesures n'ont pas été réalisées ou publiées. Les radiotélescopes n'ont pas surveillé Atlas de façon systématique à haute résolution temporelle. Les observatoires X pourraient ne pas l'avoir visé pendant ses phases actives. Les données pour valider ou infirmer le lien pourraient tout bonnement manquer encore. Cette comparaison reste profitable,
même si la conclusion est négative. Si lors de la prochaine période active d'Atlas, nos observations radio ne révèlent rien, cela restreint les modèles. Cela indique l'absence d'émissions plasma cohérentes, de rayonnement synchrotron, de tout mécanisme radioactif. C'est une donnée précieuse. Cela écarte des hypothèses. Et si nous repérons des impulsions radio, des corrélations X ou l'une des signatures anticipées, ce serait stupéfiant. Cela impliquerait qu'Atlas agit bien au-delà du comportement typique des comètes, le reliant à des objets stellaires actifs comme ASCAP. J1832. Cela nous plongerait résolument dans le domaine de l'exotique, où les interprétations classiques perdent toute validité et où il faut entamer une réflexion sérieuse sur des hypothèses que nous préférerions éviter. L'essentiel reste d'adopter une approche méthodique. Les irrégularités observées sur un objet éclairent notre vision des anomalies chez un autre. Des motifs se dégagent dès lors qu'on confronte divers phénomènes. Et il arrive que les liens les plus inattendus recèlent une part de vérité, car la nature applique les mêmes principes physiques dans des contextes variés. On ne saura rien tant qu'on n'examinera pas de près. Partie 8. La particule fantôme massive de 220 PeV. Pourquoi un unique neutrino change la donne? Une seule particule a tout bouleversé. Par une journée qui semblait ordinaire, au cœur des abysses de la mer Méditerranée, un réseau de capteurs dénommé KM3Net a capté un événement incompatible avec notre vision rassurante de la physique des rayons cosmiques. Un neutrino doté d'une énergie de 220 pétaélectronvolts a traversé l'installation, générant une traînée lumineuse qui narrait les processus les plus extrêmes de l'univers. Permettez-moi d'élucider ce que cela implique, car à cette échelle, les chiffres perdent leur sens immédiat. Un pétaélectronvolt équivaut à 1 million de milliards d'électronvolts. Les protons du grand collisionneur de Hadron, l'accélérateur de particules le plus performant jamais conçu par l'humanité, atteignent environ 14 téraélectronvolts. Ce neutrino transportait 16 000 fois plus d'énergie que ses protons. C'est une balle cosmique propulsée par une entité d'une puissance telle que nous manquons encore d'une théorie exhaustive pour l'expliquer. Les neutrinos sont des particules spectrales. Ils franchissent la matière ordinaire comme si elle n'existait pas. À cet instant, des milliards de neutrinos solaires traversent votre corps, la Terre, et filent vers l'espace sans heurter un seul atome. Ils possèdent une masse quasi nulle, aucune charge électrique, ni propriété leur permettant d'interagir avec la matière courante. Leur détection exige des volumes immenses de matériaux transparents, comme la glace ou l'eau, équipés de détecteurs sensibles aux rares interactions où un neutrino produit une particule chargée émettant de la lumière en se déplaçant plus vite que la lumière dans ce milieu. KM3Net fonctionne en Méditerranée en exploitant l'océan comme réservoir détecteur. Des grappes de senseurs optiques suspendus à des câbles scrutent des kilomètres cubes d'eau à l'affût du bref éclat de rayonnement de Cherenkov indiquant une interaction neutrino. L'élément Antar impliqué dans cet événement a repéré le schéma typique d'une piste de muons, remontant ensuite la chaîne physique pour conclure que le neutrino disposait d'au moins 220 pétaélectronvolts d'énergie. Les vérifications ont validé ces résultats. Il ne s'agit ni d'une erreur ni d'une confusion. C'est authentique. Pourquoi est-ce crucial? Parce que des neutrinos à ces niveaux énergétiques signalent des accélérateurs cosmiques fonctionnant à des échelles que nous peinons à appréhender. Les principaux suspects sont les blazars, ces trous noirs supermassifs au cœur des galaxies en phase d'alimentation active, qui éjectent des jets de plasma à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets peuvent propulser des protons à des énergies colossales. Et lors des chocs avec des photons ambiants ou de la matière, ils engendrent des pions se désintégrant en neutrinos. Les sursauts gamma, ces hurlements finaux d'étoiles massives s'effondrant en trous noirs, représentent une autre option. Tout ce qui parvient à booster des particules à ces niveaux opère aux confins de la physique. Voici le lien. Fragile, mais méritoire d'exploration. L'objet Atlas pourrait-il être immergé dans, traversé ou lié d'une manière ou d'une autre à un milieu astrophysique à haute énergie? Provenant de l'espace interstellaire, nous en connaissons la trajectoire approximative. On peut la retracer vers la galaxie, sans pour autant identifier les rencontres sur son parcours. A-t-il frôlé un résidu de supernova près d'une nébuleuse de vents pulsars, ou des zones spatiales où champs magnétiques et densité de plasma favorisent l'accélération de particules? L'hypothèse s'étend plus loin. Si Atlas abrite une matière exotique, des champs méconnus ou des caractéristiques indétectées jusqu'ici, pourrait-il interagir avec le vent solaire ou le milieu interplanétaire de façon à générer des particules ultra-énergétiques? Pourrait-il initier une production de neutrinos via des processus absents chez les comètes ordinaires? Cela paraît farfelu, jusqu'à ce qu'on se souvienne que nous ignorons encore la nature précise d'Atlas. Nous le qualifions de comète car il évolue dans notre système solaire et manifeste une activité volatile, mais tous ses aspects sont atypiques. Un test tangible existe. Des observatoires comme KM3Net, IceCube au pôle sud et d'autres assurent une veille permanente.
Leurs enregistrements sont horodatés et orientés. Si un pic de neutrinos ultra-énergétiques coïncidait avec le passage au périhélie d'Atlas, ces phases actives ou tout comportement inhabituel noté par observation optique ou spectroscopique, cette synchronicité serait éloquente. La probabilité d'une coïncidence fortuite est quantifiable. Si le lien s'avère solide, il évoque une relation physique. Cela s'est déjà produit avec d'autres événements astrophysiques. Quand IceCube a capté des neutrinos issus de la détection d'un neutrino provenant d'un blazar bien connu pendant sa phase d'activité a confirmé que ces objets sont effectivement des sources de neutrinos. La révolution de l'astronomie multimessager repose sur la corrélation de signaux issus de divers types de particules et de rayonnements. Lumière, neutrinos, ondes gravitationnelles. Chaque messager révèle des aspects distincts de la source, car chacun naît de phénomènes physiques différents et se propage dans l'espace de manière unique. Les neutrinos se distinguent par leur difficulté à être arrêtés. S'il en émet, un blazar les laisserait s'échapper sans entrave, transportant des indices sur le mécanisme qui les produit. Les rayons gamma pourraient être absorbés par la poussière ou le gaz interstellaire. Les ondes radio risquent d'être diffusées, mais les neutrinos traversent tout obstacle et atteignent la Terre en indiquant précisément leur origine. Ils représentent le messager cosmique par excellence pour explorer des milieux autrement impénétrables. La détection à 220 pétaélectronvolts démontre l'existence de tels messagers, prouvant que notre univers abrite des processus d'une violence et d'une puissance suffisantes pour les générer. Cela nous rappelle que notre inventaire des phénomènes cosmiques reste incomplet. Nous ignorons encore toutes les méthodes qu'emploie la nature pour accélérer les particules, créer des champs ou émettre un rayonnement de haute énergie. De nouvelles catégories d'objets et de mécanismes continuent d'être révélées. Ainsi, en examinant Atlas avec ses paradoxes et ses bizarreries, il faut se souvenir que l'univers nous a déjà surpris par des comportements imprévus. ASCAP J1832 émet des impulsions que aucun modèle n'explique pleinement. Un neutrino d'une énergie prodigieuse a surgi de quelque part. Les trous noirs fusionnent et produisent des ondes gravitationnelles que nous n'avons su détecter que depuis une décennie. Le répertoire des étrangetés cosmiques ne cesse de s'enrichir. Peut-être Atlas n'est-il qu'une comète à composition inhabituelle et nous nous trompons en spéculant. Mais il pourrait aussi figurer parmi les phénomènes inattendus qui réclameront de nouvelles lois physiques ou de nouvelles classifications pour être compris. La seule manière de le savoir est de poursuivre les observations, de croiser les données et d'explorer les liens possibles entre diverses anomalies. Pour y parvenir avec efficacité, il faut disposer de toutes les informations, y compris celles enfouies dans les archives en attente d'analyse. Partie 9. Superposition météospatiale. 4 éjections de masse coronale, prévision d'aurore et importance de l'environnement. Tandis que nous nous concentrons sur des entités lointaines et des particules exotiques, un événement bien plus proche complique la tâche des observateurs. Le Soleil s'est montré particulièrement turbulent. 4 éjections de masse coronale, CME, ont été lancées en direction de la Terre en un laps de temps court. Leur arrivée est prévue entre le 15 et le 17 octobre 2025. Ces nuages de plasma magnétisé, pesant des milliards de tonnes, sont expulsés de la couronne solaire et filent dans l'espace à des vitesses de millions de kilomètres/heure. À leur impact avec le champ magnétique terrestre, ils provoquent des tempêtes géomagnétiques. Pour les amateurs d'aurore, c'est une aubaine. Ces tempêtes dirigent des particules chargées vers la haute atmosphère près des pôles, où elles percutent les gaz et génèrent ces voiles lumineux chatoyants que nous nommons aurores. Plus la tempête est intense, plus les aurores s'étendent vers les latitudes moyennes. Ces 4 CME annoncent des spectacles auroraux majeurs, visibles potentiellement loin des pôles. Pour les astronomes cherchant à scruter des objets faibles comme la comète Atlas, la météo spatiale tourne au cauchemar. Les mêmes particules qui, en chantant par les aurores, génèrent aussi du bruit. Les observations radio subissent des interférences dues à la scintillation ionosphérique, où les variations dans la haute atmosphère ionisée font vaciller et s'estomper les signaux, bien plus que le scintillement des étoiles. Les averses de rayons cosmiques se multiplient, bombardant les détecteurs de signaux parasites. Les observations optiques pâtissent de l'erglo, où des molécules atmosphériques excitées émettent une lumière parasite qui alourdit le fond des images. Les instruments spatiaux subissent des effets directs. Les particules énergétiques solaires peuvent inverser des bits dans l'électronique, altérant les données ou déclenchant de fausses alertes. Les viseurs d'étoiles, essentiels pour l'orientation des engins spatiaux, se laissent tromper par les particules de haute énergie qui frappent leurs capteurs et simulent de faux astres. Les capteurs de caméra affichent des pics de bruit, des pixels chauds ou des traînées dues aux impacts de rayons cosmiques. Tout cela doit être éliminé lors du traitement des données, mais le filtrage n'est pas toujours irréprochable. C'est là que cela devient sournois. La météo spatiale offre un alibi commode pour les dysfonctionnements de données. Si des images manquent dans une archive,
Si des clichés présentent des artefacts inattendus, si la télémétrie montre des lacunes, on peut imputer cela à la météo spatiale. Une CME a frappé pendant la fenêtre d'observation. Un événement de particules énergétiques solaires a corrompu les données. Le vaisseau a dû passer en mode sécurisé à cause de la tempête. Ces effets sont réels et surviennent bel et bien. Mais ils servent aussi d'excuses faciles. Comment différencier les vrais impacts de la météo spatiale d'autres causes de données incomplètes ou défectueuses? En scrutant les détails. Les effets de la météo spatiale portent des marques spécifiques. Les impacts de rayons cosmiques se manifestent par des pics aigus sur un pixel isolé ou un petit groupe. La scintillation ionosphérique affiche les échelles temporelles caractéristiques et les dépendances en fréquence. Les modes de sécurité des engins spatiaux produisent des motifs télémétriques distincts et des enregistrements dans les journaux. Si vous disposez des métadonnées complètes, il est généralement possible de déterminer ce qui s'est passé. Le souci surgit quand l'accès manque. Si on vous annonce simplement que des données ont été perdues à cause du temps spatial sans accès aux logs détaillés, au diagnostic des instruments, aux images de calibration avant et après, il est impossible de valider l'affirmation. Cela pourrait être exact. Cela pourrait résumer une réalité plus nuancée. Ou cela pourrait masquer autre chose au complet. Ce n'est pas de la suspicion infondée. C'est le fonctionnement de l'intégrité des données. Les assertions scientifiques exigent des preuves vérifiables, et ces preuves requièrent une traçabilité prouvée. Il faut savoir l'origine des données, leur traitement, les incidents survenus en cours de route. Lorsque des lacunes apparaissent dans cette chaîne de garde, lorsque les justifications restent floues ou partielles, les données perdent en fiabilité pour étayer des conclusions solides, qu'elles soient ordinaires ou exceptionnelles. Les cas historiques pullulent. L'instrument NICMO du télescope spatial Hubble a subi une panne de système de refroidissement d'abord attribuée à des problèmes thermiques généraux, mais qui s'est avérée liée à des dysfonctionnements mécaniques précis, diagnostiqués intégralement sur plusieurs années. Mars observé a disparu lors de l'insertion orbitale, avec une télémétrie indiquant une rupture de conduite de carburant, mais les informations incomplètes ont ouvert la porte à d'autres hypothèses. Quand les données sont partielles, les interprétations demeurent incertaines. Pour les observations d'Atlas, cela compte énormément, car nous dépendons d'un assemblage d'instruments, chacun exposé à ses propres faiblesses face aux influences environnementales. Les télescopes au sol luttant contre les turbulences atmosphériques et les conditions météo, les télescopes spatiaux affrontant les radiations et les cycles thermiques, les réseaux radio gérant les perturbations ionosphériques. Si tous ces appareils affichent des résultats un peu divergents, dans quelle mesure cela reflète-t-il de réelles variations physiques de l'objet observé, plutôt que des artefacts instrumentaux ou environnementaux? Les 4 éjections de masse coronale arrivant cette semaine ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Toute observation pendant cette période devra intégrer des arrière-plans amplifiés, d'éventuels impacts sur les instruments, une incertitude accrue et des ajustements de calibration. Cela ne rend pas les mesures inutiles, mais élargit les marges d'erreur, et des marges plus larges impliquent plus d'équivoques sur la réalité d'Atlas. Une interrogation sur le calendrier me taraude aussi. S'il existe des observations décisives d'engins spatiaux sur Atlas, s'il y a des images résolvant les incohérences évoquées, pourquoi ne les a-t-on pas diffusées durant cette semaine où le temps spatial offre un prétexte idéal pour justifier retard ou problème de données? Ce serait l'occasion rêvée de déclarer « Nous voulions publier plus tôt, mais les CME ont perturbé notre traitement des données. » Voici ce que nous possédons. L'absence d'une telle déclaration est remarquable, quoique pas forcément déterminante. Le temps spatial fait partie de l'aveuglement structurel que nous subissons en tentant de décrypter les phénomènes cosmiques. L'environnement entre nous et l'objet, entre l'instrument et l'archive de données, entre l'observation et la publication, injecte du bruit, des vides, des doutes. Une partie est physique inévitable. Une autre relève de limites technologiques. Et une portion pourrait provenir d'aspects institutionnels ou procéduraux, de la manière dont les données sont gérées et publiées par des entités aux priorités et contraintes propres. Pour surmonter cette cécité, il faut de la redondance, plusieurs instruments, diverses approches d'observation, analyses indépendantes multiples des mêmes données. Il faut de la transparence sur les moments d'observation, les indicateurs de qualité des données, les chaînes de traitement. Et il faut une culture où interroger la traçabilité des données n'est pas perçu comme hostile, mais comme vital pour une science de qualité. Partie 10. Instruments, biais et archives. Comment nous sommes aveugles de manière structurelle. Parlons de ce qui advient à une observation du instant où les photons touchent un détecteur jusqu'au moment où vous accédez aux données finales. Ce processus, terne et technique, définit ce que nous pouvons vraiment saisir de l'univers. Et il regorge d'étapes où l'information peut s'évaporer, se déformer, ou ne jamais atteindre le domaine public. Commencez par le détecteur. Un photon arrive, dépose son énergie, génère un signal. Ce signal se transforme en valeur numérique,
un chiffre indiquant la luminosité à un pixel précis à un instant donné. Déjà, des éléments s'effacent. La conversion introduit du bruit, des erreurs de quantification, des variations de sensibilité sur le détecteur. Les rayons cosmiques et particules chargées bombardent le capteur en continu, produisant des signaux erronés à repérer et éliminer. Pixels chauds, pixels morts, défaut de colonne, tous créent des motifs dans les données qui n'ont rien d'astrophysique. Vient ensuite la compression. Les images brutes du détecteur sont gigantesques. Une seule image haute résolution peut peser des centaines de mégaoctets. Un engin spatial peut en produire des milliers lors d'une campagne d'observation. Il n'y a pas assez de bandes passantes pour transmettre tout cela. Les données sont transmises vers la Terre sans compression, mais en pratique, on les compresse souvent. Parfois, il s'agit d'une compression sans perte qui conserve l'intégralité des informations, et d'autres fois, d'une compression avec perte qui élimine des détails jugés secondaires. Le choix de ce qui est compressé et dans quelle mesure influence ce que les scientifiques pourront en tirer plus tard. Ensuite, il y a le souci du tampon circulaire. Les sondes spatiales disposent d'une mémoire limitée. Elles ne peuvent pas tout conserver indéfiniment. Les données sont enregistrées en mémoire, il reste le temps d'être renvoyées au sol, puis fréquemment écrasées par de nouvelles arrivées. Si un événement captivant se produit sans être marqué comme prioritaire, et si la fenêtre d'observation se ferme avant l'envoi, ces images risquent de ne jamais atteindre la Terre. Elles disparaissent, sont effacées, irrécupérables. La planification des liaisons descendantes représente un autre goulet d'étranglement. Le temps du réseau spatial profond est précieux. Chaque vaisseau, chaque mission rivalise pour obtenir des créneaux de communication. Quand une sonde parvient enfin à émettre, elle transmet ce que le centre de contrôle a classé en priorité. D'abord les télémétries d'ingénierie pour vérifier la santé du vaisseau, ensuite les données scientifiques principales, puis les secondaires, les images de calibration, les observations bonus, selon l'ordre défini par l'équipe de la mission. Si votre cible d'intérêt est vue comme peu urgente, ces données pourraient attendre des semaines ou des mois avant d'être descendues. Une fois arrivées sur Terre, les données intègrent le flux d'archivage. Cela implique un traitement supplémentaire. Les images brutes sont converties en format standard. Les entêtes sont remplies de métadonnées, coordonnées de la cible, heure d'observation, durée d'exposition, réglage des filtres, indicateurs de qualité. Ces métadonnées sont essentielles, car elles permettent de fouiller l'archive par la suite. Une erreur dans l'étiquetage rend les données virtuellement perdues, même si elles existent physiquement dans le stockage. Les archives sont périodiquement réorganisées, transférées vers de nouveaux systèmes de stockage, réindexées au fil de l'évolution logicielle. Chaque transfert ouvre la porte à des erreurs, à des corruptions de fichiers, à des incohérences lors des vérifications, à des liens rompus entre données et métadonnées. Dans les immenses archives comptant des millions ou milliards de fichiers, une fraction est presque inévitablement endommagée, mal étiquetée ou inaccessible à cause de pannes techniques. Viennent ensuite les périodes d'embargo et les droits sur les données propriétaires. Les équipes de mission obtiennent souvent un accès exclusif à leurs données pendant des mois ou des années avant la publication publique. Cela protège les chercheurs qui ont conçu les instruments et les observations, leur laissant le temps d'analyser et de publier avant que d'autres ne les devancent. C'est une politique justifiée, mais elle implique que des données potentiellement fascinantes restent confinées dans des archives restreintes, connues d'un petit cercle, indisponibles pour la communauté élargie qui pourrait les vérifier indépendamment. Les retards administratifs aggravent ces problèmes. La libération des données demande des ressources. Préparer les fichiers, rédiger la documentation, valider la qualité, installer les systèmes d'accès. Les agences spatiales et les observatoires sont souvent en sous-effectif et surchargés. Les calendriers de publication glissent. Les observations de faible priorité peuvent stagner dans des archives internes, faute de personnel pour les traiter et les diffuser convenablement. Des exemples historiques montrent que des données cruciales ont été exhumées des archives des années après leur collecte. La réanalyse d'images archivées du Hubble a permis de repérer des objets passés inaperçus lors du traitement initial. Des bandes de voyageurs ont été retrouvées dans un entrepôt des décennies plus tard, sauvant des observations présumées perdues. Des astronomes amateurs ont détecté des comètes et astéroïdes dans des images publiques que les professionnels avaient négligées. L'archive est immense, et personne ne peut inspecter systématiquement chaque image de chaque observation. Cette cécité structurelle touche toute l'astronomie, pas seulement Atlas. Nous ne percevons qu'une partie de l'univers, celle qui est observée, qui est correctement renvoyée, archivée et étiquetée, et qui est analysée par quelqu'un disposant du temps et des moyens nécessaires. L'univers réel passe par ce filtre, et nous ignorons ce qui nous échappe. Pour Atlas en particulier, cela implique plusieurs conséquences. D'abord, les incohérences entre instruments pourraient en partie découler de ces effets de traitement.
TESS ne détecte pas de coma étendu car son logiciel est taillé pour la photométrie stellaire, pas pour les sources diffuses. Les télescopes au sol pourraient rater des queues ténues parce que leur pipeline de réduction présume des sources ponctuelles. JWST voit du gaz grâce à la sensibilité exceptionnelle de ses spectrographes aux émissions moléculaires, mais il ne fait pas d'imagerie grand champ qui révélerait la structure poussiéreuse. Ensuite, l'absence d'images de Psyché dans les archives publiques s'explique par une multitude de défaillances ou retards dans le pipeline, sans besoin de complot ou de dissimulation. Mais justifier l'absence n'en rend pas moins agaçante. Si des observations existent, elles doivent être accessibles à l'analyse. Si elles n'existent pas, il faut savoir pourquoi les fenêtres d'observation ont été manquées. La transparence sur le processus compte autant que les données elles-mêmes. Enfin, cela oriente une stratégie de recherche pour quiconque cherche à percer Atlas ou d'autres anomalies similaires. Ne vous contentez pas des résultats publiés ou des sorties officielles. Plongez dans les archives directement. Téléchargez les trames brutes si elles sont accessibles et retravaillez-les en adoptant d'autres hypothèses. Repérez les incohérences dans les métadonnées qui pourraient signaler des observations mal étiquetées. Comparez les journaux d'observation avec les données archivées réelles pour déceler des écarts. Soumettez des demandes d'accès aux fichiers et des requêtes FOIA afin de contraindre les institutions à plus de transparence. La science citoyenne joue un rôle clé ici. Des astronomes amateurs et des analystes de données, libres des pressions institutionnelles ou des enjeux professionnels, peuvent poser les questions et mener les enquêtes que les experts pourraient esquiver. Ils peuvent unir leurs forces au sein de communautés variées, en échangeant données et approches. L'histoire de l'astronomie regorge de contributions majeures d'amateurs, et l'ère numérique facilite encore plus cette implication. Cette cécité structurelle existe bel et bien, mais elle n'est pas insurmontable. Elle exige de la ténacité, une expertise technique et une aptitude à franchir les barrières administratives. Il faut former des alliances entre individus passionnés, prêts à s'atteler au labeur discret de l'archéologie des données. Et il faut exercer une pression continue sur les institutions pour qu'elles optimisent leur flux de données, leur calendrier de publication et leur clarté, car au fond, les données sont là. Des photons ont frappé des détecteurs, des signaux ont été capturés, des bits sont conservés quelque part. La vraie interrogation porte sur notre capacité à y accéder, à les valider et à les examiner de manière ouverte. C'est autant une affaire de décision politique et de priorité que de principes physiques. Partie 11. La traque des données. Actions forensiques immédiates et concrètes à entreprendre. Désormais, nous ne pouvons plus nous contenter de conjectures en attendant que d'autres fournissent les réponses. Voici un plan précis, étape par étape, pour traquer les données susceptibles de démêler l'énigme d'Atlas. C'est un guide pour quiconque est résolu à s'y atteler. Premièrement, déterminer les fenêtres d'observation exactes. Il faut computiser les horodatage UTC précis lors desquels 3D Atlas se serait trouvé dans le champ de vision potentiel du vaisseau Psyché. Cela implique des éphémérides pour les deux astres, disponibles publiquement via JPL Horizon et d'autres ressources. Le système Horizon délivre des positions et vitesses précises pour les objets du système solaire à tout moment requis, en intégrant les perturbations gravitationnelles et la géométrie d'observation. Évaluer les séparations angulaires, les intervalles de visibilité et les configurations optimales. Cela consiste à identifier les moments où Atlas et Psyché étaient alignés de façon à permettre aux instruments du vaisseau d'observer l'objet. Prenez en compte des éléments comme l'angle du Soleil, qui influencent l'éclairage et la possibilité de diriger des détecteurs sensibles sans danger. Intégrez les contraintes d'orientation du vaisseau et les modes opérationnels selon les phases de la mission. Repérez les dates et heures spécifiques où les caméras de Psyché auraient pu viser Atlas, que ce soit intentionnellement ou lors de surveillance routinière. Les engins spatiaux réalisent souvent des images pour la navigation optique, des séquences de calibration ou des essais techniques qui balaient des portions du ciel. Atlas pourrait y figurer, même sans être la cible principale. L'analyse des fenêtres doit couvrir la période du lancement de Psyché jusqu'à aujourd'hui, en se focalisant sur les époques où Atlas était lumineux ou en position favorable. Deuxièmement, examiner les caractéristiques des instruments et les produits de données. Psyché embarque des caméras précises avec des champs de vue, des sensibilités et des modes de fonctionnement bien définis. Ces détails sont publiés dans les documents de mission, souvent dans des articles sur les instruments, des plans de mission ou des rapports techniques accessibles via le serveur de rapports techniques de la NASA ou les sites de la mission. Les specs de l'imagerie incluent l'échelle en pixels, la réponse spectrale, les niveaux de bruit de lecture et les paramètres d'exposition habituels. Évaluez ce que ces outils peuvent capter à quelle magnitude limite et avec quelle durée d'exposition. Cela nécessite de modéliser la luminosité attendue d'Atlas à divers instants, en tenant compte de sa distance au Soleil et à Psyché, de son angle de phase, et de toute activité qui pourrait l'amplifier ou l'atténuer.
Confront EZ ces estimations au seuil de sensibilité des caméras. Vérifier si Atlas aurait été assez brillant et proche pour générer une image exploitable. Cela confirme non seulement la possibilité géométrique, mais aussi la faisabilité technique. Un objet faible dans un champ large pourrait être repéré avec des pauses longues, mais échapper à des clichés courts d'ingénierie. Inversement, un corps lumineux risquerait de saturer les capteurs si les temps d'exposition n'étaient pas adaptés. Maîtriser ces limites techniques nous indique le type de données à anticiper et ce qui a pu être négligé. Troisièmement, fouiller les archives existantes de manière méthodique. Le système de données planétaires de la NASA abrite les données des missions planétaires. Sa structure est normalisée, mais pas toujours évidente, avec une organisation par mission, instruments et heures d'observation via des conventions de nommage qui diffèrent selon les projets. Le PDS repose sur des arborescences hiérarchiques où il est essentiel de décrypter l'agencement. La logique de recherche est cruciale pour des investigations efficaces. Effectuer des requêtes par nom d'instrument ou par intervalle de date d'observation correspondant aux fenêtres définies précédemment via les coordonnées cibles. Télécharger les index d'images disponibles ainsi que les catalogues de métadonnées. Ces index fournissent des résumés sur chaque observation sans nécessiter le téléchargement des fichiers d'images complets, rendant les explorations systématiques viables sur le plan computationnel. Employer des scripts automatisés pour détecter des noms de fichiers, en-tête ou annotations faisant allusion à Atlas, aux objets interstellaires, aux cibles de calibration, ou même aux observations de champs génériques incluant les coordonnées appropriées. Les bibliothèques Python telles qu'Astropy et le lecteur de données planétaires peuvent traiter les formats PDS et automatiser les fouilles à travers des milliers de fichiers. Les expressions régulières permettent de repérer divers schémas de nommage potentiellement liés à l'objet. La recherche dans les archives doit être minutieuse. Ne vous limitez pas aux correspondances évidentes. Examinez les produits de données d'ingénierie, les cadres de calibration et les observations écartées qui pourraient avoir été omises des archives scientifiques principales. Souvent, les informations les plus précieuses se cachent dans des collections annexes ou des données qualifiées de médiocres. Quatrième étape, soumettez des demandes formelles de données. Si les recherches en archives s'avèrent infructueuses, déposez des requêtes en vertu de la Freedom of Information Act pour des observations spécifiques. Soyez précis. Demandez tous les cadres d'images brutes des caméras de Psyché durant les fenêtres d'observation estimées, accompagné des métadonnées correspondantes, des journaux d'instruments et des évaluations de qualité des données. La clarté est essentielle dans ces requêtes. Les demandes floues provoquent des réponses imprécises ou des retards, pendant que les agences cherchent des précisions. Les requêtes FOIA obligent à une réponse, même si elle peut être différée ou invoquer des exemptions. Parmi les exemptions courantes figurent la sécurité nationale, les informations propriétaires ou les données non finalisées dans leur traitement standard. Même un refus révèle si des données existent et pourquoi elles ne sont pas diffusées. Le délai de réponse et le type d'exemption invoquée peuvent être instructifs. Pensez aussi aux mécanismes internationaux de demande de données. Si des institutions collaboratrices hors des États-Unis sont impliquées, l'Agence spatiale européenne, JAXA et d'autres agences spatiales disposent de leurs propres politiques et procédures de requête. Une coordination entre plusieurs agences pourrait s'imposer si les observations d'Atlas impliquaient des partenaires internationaux. Cinquième, croiser avec les journaux de mission. Les opérations des vaisseaux spatiaux produisent des logs étendus. Les données de contrôle d'attitude indiquent les directions pointées par le vaisseau. Les logs de puissance révèlent quand les instruments étaient opérationnels. Les logs de communication enregistrent les moments de transmission des données. Ces enregistrements d'ingénierie permettent une reconstitution détaillée de l'état et des activités du vaisseau à tout instant. Une partie de cette télémétrie est archivée et accessible sur demande. Les centres d'opération de mission conservent des logs exhaustifs pour le dépannage et la reconstitution des missions. Bien que la télémétrie détaillée ne soit pas toujours publique, elle existe et peut être obtenue via les canaux adéquats. Si les logs confirment que la caméra était active et orientée vers les coordonnées d'Atlas, mais qu'aucune image n'apparaît dans l'archive, cela signale une incohérence à creuser. De telles lacunes pourraient indiquer des pertes en transmission, des défaillances de stockage ou des choix de traitement excluant certaines observations de l'archivage. Chaque cause implique des actions de suivi distinctes. Sixième, vérifier les sommes de contrôle et les historiques de version. Les fichiers numériques incluent des sommes de contrôle, des valeurs de hachage assurant l'intégrité des données. Les archives doivent les conserver avec les historiques de version indiquant les ajouts, modifications ou remplacements de fichiers. Ces métadonnées sont vitales pour confirmer l'absence de corruption ou de manipulation, et les archives réputées documentent une provenance détaillée. Demandez les logs de sommes de contrôle pour les périodes pertinentes. Repérez les interruptions, anomalies ou fichiers modifiés après leur archivage initial. Cela peut dévoiler des altérations,
suppression ou souci nécessitant un retraitement. Le retraitement légitime est courant avec l'amélioration des calibrations ou la découverte d'erreurs. Mais l'historique doit être tracé et transparent. Comparez les sommes de contrôle entre divers miroirs si les données sont réparties sur plusieurs sites d'archives. Des écarts entre miroirs signalent des problèmes d'intégrité ou de synchronisation. Vérifiez les eurodatages des fichiers contre les logs d'événements de mission pour aligner les dates de modification sur les activités de retraitement documentées. 7e, retraitiez les cadres publics disponibles, même si les images spécifiques d'Atlas ne sont pas localisées. Téléchargez et analysez toutes les images de Psyché des périodes concernées. Les techniques modernes de traitement d'images peuvent extraire des détails ignorés par les pipelines automatisés. Empilez-les. Cherchez des sources faibles. Vérifiez si Atlas apparaît dans des champs de fond, même s'il n'était pas la cible principale. Appliquez des algorithmes de détection avancés, des détecteurs de sources basés sur l'apprentissage automatique, tout ce qui pourrait mettre en évidence un objet discret passé inaperçu des pipelines standards. Des réseaux de neurones convolutifs entraînés sur des astéroïdes, les images CCD et celles des comètes permettent de repérer des sources mobiles faibles sur fond d'étoiles. L'imagerie différentielle, qui soustrait des champs stellaires de référence, met en évidence les objets transitoires ou en déplacement. Il faut scruter attentivement les métadonnées. Il arrive que des objets figurent sur les clichés sans être répertoriés, soit parce qu'ils n'étaient pas assez lumineux pour activer les seuils de détection automatique, soit parce que leur mouvement les faisait passer pour des artefacts. Un examen humain des détections potentielles peut révéler de vrais corps célestes que les systèmes automatisés ont écartés en les prenant pour du bruit ou des impacts de rayons cosmiques. 8e point, créer une coalition d'audits citoyens. C'est une tâche trop lourde pour un individu seul. Montez une initiative collaborative en mobilisant des astronomes amateurs, des spécialistes en données, des experts en sciences planétaires prêts à apporter leur savoir-faire, des juristes familiers des procédures administratives et des développeurs capables de concevoir des outils pour fouiller les archives, répartir les missions, diffuser les résultats et assurer une transparence totale sur les approches et les découvertes. Adoptez des plateformes collectives comme JHub pour échanger le code, Slack ou Discord pour la coordination, et des services de stockage cloud pour partager les données. Définissez des normes claires de documentation afin que le travail de chacun puisse être validé et enrichi par les autres. La communauté des astronomes amateurs a déjà démontré sa grande efficacité dans des projets analogues. La détection d'exoplanètes en transit, la classification de galaxies ou le suivi d'étoiles variables ont tous profité de contributions en sciences citoyennes. L'union d'efforts décentralisés et de compétences diversifiées permet souvent de débusquer des éléments que les chercheurs isolés passent à côté. 9e, explorer les voies de lanceurs d'alerte. Si des données existent mais sont indûment retenues, des initiés pourraient en avoir connaissance. Mettez en place des canaux de communication sécurisés pour que d'éventuels informateurs puissent transmettre des infos de manière anonyme. Cela doit se faire avec prudence, en instaurant des vérifications solides pour éviter les canulars, car de vraies fuites ont déjà éclairci des controverses scientifiques passées. Recourez à des outils de messagerie chiffrée. Élaborez des protocoles de validation pour évaluer la fiabilité et préserver rigoureusement l'anonymat des sources. La protection des lanceurs d'alerte exige à la fois une sécurité technique et une rigueur opérationnelle pour éviter toute identification accidentelle via les métadonnées ou des schémas comportementaux. Anticipez les fausses pistes. Ces circuits anonymes attirent autant d'infos authentiques que de désinformations intentionnelles. La corroboration reste cruciale. Toute affirmation doit être confrontée à des faits vérifiables, et les allégations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires avant d'être considérées sérieusement ou rendues publiques. 10e. Associer la quête forensique à une pression publique. Adresser des lettres aux directeurs d'observatoires, aux investigateurs principaux des missions, aux responsables des agences de financement. Lancer des pétitions pour des politiques d'ouverture des données, des calendriers de publication accélérés et une meilleure accessibilité des archives. Les institutions scientifiques réagissent aux attentes des parties prenantes, et montrer que la communauté se soucie de ces interrogations peut influencer les choix de priorité. Exploiter les réseaux sociaux, la presse scientifique, les forums publics pour sensibiliser. L'inertie institutionnelle cède parfois à l'intérêt populaire quand les plaidoyers internes ont échoué. L'engouement du grand public peut inciter les agences à dédier des moyens à l'archéologie des données qui sinon resteraient enfouies dans les archives en attendant un traitement futur. Collaborer avec des communicateurs scientifiques aptes à transformer des enjeux techniques en récits captivants. L'histoire d'une traque d'observation cachée d'un objet énigmatique intrigue au-delà du cercle des spécialistes. Une visibilité élargie peut mobiliser des ressources et un soutien que l'advocatie interne seule ne saurait obtenir. Ce n'est pas un processus rapide. Il demande de la patience, des compétences techniques et une ténacité face au blocage bureaucratique. Mais c'est réalisable. Chaque étape est tangible.
s'appuie sur des outils et protocoles existants et s'inspire d'autres initiatives d'archéologie de données. La question est de savoir si suffisamment de personnes y attachent assez d'importance pour y consacrer du temps et de l'énergie. Les retombées pourraient être immenses. Si des images de psyché d'Atlas existent et sont récupérables, elles pourraient trancher définitivement le débat. Des vues haute résolution de la morphologie de l'objet, de sa structure, de la présence ou non d'une queue, de traits géométriques ou d'une apparence naturelle. Ces infos, si disponibles, sont la clé pour passer de l'hypothèse à la certitude. Et si les données n'existent pas, si la chasse forensique s'avère infructueuse, cela reste une info précieuse. Cela révèle que des fenêtres d'observation ont été manquées, que des priorités ont été fixées autrement que souhaité, que des occasions n'ont pas été saisies. Cela oriente la planification d'observations futures, les plaidoyers pour d'autres priorités de mission, et la réflexion sur ce qui est observé ou non. La traque commence dès à présent. Les outils sont là. Les méthodes sont limpides. Il manque la détermination pour la mener et la communauté pour la soutenir, car les réponses ne tombent pas en attendant. Elles émergent du creusement. Partie 12. Tests expérimentaux. Quelles nouvelles observations pourraient invalider ou valider des modèles alternatifs? Même sans retrouver les images de psyché, nous ne sommes pas démunis. Des observations restent possibles. Des tests, cela permettrait de trancher entre les hypothèses concurrentes sur la véritable nature d'Atlas. Permettez-moi d'exposer les expériences décisives, ce qu'elles évalueraient, et les résultats qui nous obligeraient à rejeter ou à valider chaque modèle. Expérience 1. Polarimétrie à haute résolution sous divers angles de phase. La polarisation indique comment le champ électrique de la lumière vibre, et les divers matériaux altèrent cette polarisation de manière distincte. Cette caractéristique essentielle du rayonnement électromagnétique offre un outil diagnostique puissant pour analyser la composition et la texture de la surface sans contact physique avec l'objet. Les particules de poussière dispersent la lumière solaire selon des motifs polarisés prévisibles, influencés par leur taille, leur constitution et leur forme. La physique sous-jacente est solidement établie. Lorsque la lumière solaire non polarisée rencontre une particule, la lumière diffusée acquiert une polarisation partielle, dont le degré et l'orientation divulguent des détails sur le diffuseur. Les surfaces métalliques ou cristallines génèrent des signatures polarisées différentes de celles des agrégats floconneux. Les faces lisses réfléchissent autrement que les textures rugueuses. Les cristaux de glace affichent leurs propres motifs caractéristiques. En examinant Atlas sous différents angles de phase, c'est-à-dire l'angle formé par le Soleil, l'objet et la Terre, selon le jargon astronomique, et en mesurant les variations de polarisation dans cette configuration géométrique, nous pouvons déduire les propriétés de surface avec une grande exactitude. L'angle de phase est crucial, car le comportement de diffusion varie selon la géométrie d'observation. La diffusion avant, arrière ou latérale produit chacune des courbes de polarisation typiques. Si la signature polarisée correspond à celle de la poussière cométaire habituelle, cela renforce l'hypothèse naturelle. La poussière cométaire a fait l'objet d'études pendant des décennies, et nous savons à quoi nous attendre. Certaines tendances avec l'angle de phase, des niveaux spécifiques de polarisation linéaire, des dépendances particulières à la longueur d'onde. Si des motifs évoquant du métal, des cristaux de glace ou des structures géométriques apparaissent, cela serait anormal. Les surfaces artificielles pourraient révéler une polarisation exceptionnellement élevée ou des motifs géométriques incompatibles avec une distribution aléatoire de particules. Les instruments requis sont disponibles. Polarimètre monté sur de grands télescopes terrestres, éventuellement le HST si du temps d'observation est obtenu. La technologie est au point. Il faut simplement allouer du temps d'observation dédié et procéder à une calibration minutieuse pour détecter les nuances subtiles dans le comportement polarisé. Expérience 2. Imagerie en bande étroite pendant les phases d'inactivité. La plupart des observations gazeuses d'Atlas ont été réalisées près du périhélie, quand le chauffage solaire active l'objet. C'est logique. Les objets sont les plus lumineux au plus près du Soleil, et c'est là que les ressources observationnelles sont concentrées. Mais cette préférence pour le périhélie nous a peut-être privés d'indices essentiels sur l'origine de l'activité d'Atlas. Observons le plus loin du Soleil en utilisant des filtres en bande étroite qui isolent les raies d'émissions moléculaires précises. Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, eau. Ces filtres, souvent limités à quelques nanomètres de largeur, éliminent la lumière continue et mettent en évidence les émissions des transitions moléculaires spécifiques. Si l'objet est une comète ordinaire, les émissions devraient chuter drastiquement quand il s'éloigne du Soleil et se refroidit. La corrélation entre distance héliocentrique et activité est bien documentée pour les comètes. Au-delà d'environ 3 EA, l'émission d'eau s'arrête généralement. Elle persiste plus loin, mais finit par s'estomper elle aussi. Si les émissions se maintiennent alors qu'elles ne devraient pas, si la production gazeuse reste notable sans chauffage solaire pour l'alimenter, cela appelle une explication.
Des processus naturels comme la chaleur résiduelle ou la désintégration radioactive pourraient justifier une activité résiduelle modérée, mais il y a des bornes. L'intérieur d'une comète peut conserver de la chaleur, et certains isotopes génèrent de la tiédeur, mais pas au point de soutenir une production gazeuse importante à grande distance. Une activité significative au-delà de 5 UA, par exemple, serait exceptionnelle et impliquerait soit une composition exotique, soit une source d'énergie interne dépassant ce que le chauffage solaire peut fournir. La campagne d'observation devrait couvrir plusieurs orbites, suivant Atlas du périhélie jusqu'à l'aphélie et retour. Enregistrer le moment où l'activité débute, culmine et s'achève. Comparer la courbe d'activité avec la distance solaire. Toute déviation des schémas attendus donne des indices sur la structure interne et les sources d'énergie. Expérience 3. Empilement profond avec optique adaptative ou télescopes spatiaux. Obtenir les images à la résolution maximale possible. Empiler des dizaines ou des centaines de poses pour optimiser la sensibilité aux structures faibles. L'empilement d'images est une méthode éprouvée. En fusionnant de multiples expositions, le bruit aléatoire s'annule en moyenne, tandis que le signal réel s'amplifie. Des caractéristiques invisibles sur une seule image surgissent dans les empilements profonds. Employer l'optique adaptative sur les géants terrestres comme Keck ou le VLT pour contrer le flou atmosphérique. Ces systèmes sondent la turbulence atmosphérique en temps réel et déforment des miroirs flexibles pour corriger, atteignant une résolution quasi à la limite de diffraction. Demander du temps au JWST ou au HST pour de l'imagerie, au-delà de la simple spectroscopie. Les télescopes spatiaux évitent toute distorsion atmosphérique et accèdent à des longueurs d'onde filtrées par l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de ce corps céleste. Si Atlas présente une quelconque structure étendue, un signe de symétrie ou de caractéristiques géométriques, des images haute résolution en profondeur le mettront en évidence. Une source ponctuelle parfaitement symétrique serait atypique. Les objets naturels arborent des irrégularités, même discrètes. Les noyaux cométaires sont bosselés, les surfaces astéroïdales parsemées de cratères, et même les formes censées être symétriques affichent des variations de luminosité sur leur enveloppe. Cherchez des jets, des éventails, des enveloppes, ces formations classiques que montrent les comètes actives. Examinez aussi les motifs géométriques, les contours droits, les formes régulières. Prenez des clichés à diverses longueurs d'onde pour distinguer le continuum de poussière des émissions gazeuses. Élaboratez des cartes colorées illustrant les différences compositionnelles. Appliquez l'imagerie différentielle en soustrayant des prises de vue effectuées à des moments distincts pour accentuer les évolutions. Les exigences en résolution sont élevées. Il faut discerner des détails à l'échelle du noyau lui-même, idéalement jusqu'à des dizaines ou centaines de mètres si visibles. Cela implique soit des télescopes spatiaux, soit les plus imposants instruments terrestres équipés de systèmes d'optique adaptatifs performants dans des conditions optimales. Test 4. Surveillance coordonnée multilongueur d'onde. Monter une campagne impliquant des radiotélescopes, des satellites X, des outils optiques, tous pointés sur Atlas en même temps lors d'une phase d'activité. Cela demande une synchronisation entre sites, une préparation minutieuse et l'accord des comités d'attribution de temps pour financer ce qui reste une exploration incertaine. L'objectif est de repérer des corrélations. Si un éclat optique coïncide avec des impulsions radio, cela évoque une activité électromagnétique dépassant la simple radiation thermique. Si des sursauts X correspondent à des éjections gazeuses observées en spectroscopie, cela pointe vers des mécanismes plasmatiques spécifiques produisant des photons d'énergie élevée. Si les variations se produisent de manière indépendante, cela cadre avec une activité naturelle chaotique où divers processus s'activent sur des échelles temporelles distinctes pour des motifs sans lien. En revanche, un comportement synchronisé sur des bandes spectrales non reliées serait exceptionnel, nécessitant des mécanismes d'émission énergétique structurés. Les processus naturels désordonnés ne révèlent pas habituellement de liens étroits entre des longueurs d'onde si éloignées, sauf en cas de déclencheur commun ou de conversion énergétique organisée. Le rythme des observations compte. Certains phénomènes se déroulent en minutes ou heures, imposant une veille ininterrompue. D'autres s'étalent sur des jours ou semaines. La campagne doit offrir une couverture temporelle adéquate pour capter les événements fugaces, tout en assurant une continuité prolongée pour définir le comportement de référence. Test 5. Surveillance des coïncidences avec neutrinos et rayons cosmiques. C'est plus ardu, car cela dépend du hasard et de l'accès au flux de données des détecteurs de neutrinos. Ces particules sont infâmes pour leur évasion, nécessitant des installations massives enfouies sous terre ou la glace. La plupart des neutrinos cosmiques traversent la Terre sans interagir. Les taux de détection sont faibles, et la majorité des signaux proviennent d'événements de fond atmosphérique ou de sources astrophysiques lointaines. Demandez toutefois à KM3Net,
IceCube et autres installations de signaler toute détection de neutrinos alignés sur les fenêtres d'observation d'Atlas. Ces systèmes enregistrent chaque incident avec une précision temporelle fine. Fouiller leurs archives pour des coïncidences est une tâche computationnelle simple une fois l'autorisation obtenue. Vérifiez aussi les réseaux de détecteurs de rayons cosmiques pour tout excès lors des phases actives d'Atlas. Des réseaux comme l'Observatoire Pierre-Auger ou le télescope Array surveillent en continu les rayons cosmiques de haute énergie. La probabilité de coïncidence fortuite est quantifiable. Compte tenu des taux de détection et des intervalles d'observation, on peut estimer le nombre d'événements attendus par pur hasard. Une corrélation statistiquement significative serait stupéfiante et propulserait Atlas au rang de phénomène astrophysique à haute énergie. Les comètes n'émettent pas de neutrinos ou rayons cosmiques détectables. Si Atlas le fait, sa physique dépasse les processus cométaires classiques. La sensibilité reste toutefois limitée. Sans flux substantiel de neutrinos ou rayons cosmiques émis par Atlas, rien ne sera capté. Mais le gain potentiel, une preuve irréfutable d'accélération de particules à haute énergie, mérite l'investissement, d'autant que l'examen des bases de données existantes mobilise peu de moyens. Test 6. Analyse de la rotation et des courbes de lumière. Les comètes et astéroïdes tournent, et leur brillance fluctue au fur et à mesure que diverses portions de leur surface font face au Soleil et à l'observateur. Ce principe de base de la dynamique du système solaire offre un outil diagnostique supplémentaire. Une étude approfondie des courbes de lumière peut dévoiler les périodes de rotation, les orientations des axes, et parfois des modèles approximatifs de forme. Si Atlas manifeste des variations périodiques régulières, la période et l'amplitude informent sur sa morphologie et sa rotation. Des périodes courtes indiquent un petit corps cohérent. Des périodes longues suggèrent un objet volumineux ou un verrouillage de marée à une influence extérieure. Des amplitudes importantes évoquent une forme allongée ou irrégulière. Des fluctuations mineures pointent vers un corps plus sphérique ou une géométrie d'observation où l'on scrute le long de l'axe de rotation. Si la courbe de lumière est exceptionnellement stable, trop fluide, dépourvue des irrégularités typiques de la nature, les corps irréguliers en rotation chaotique affichent une évidence claire. Cela serait anormal. Les vrais astéroïdes et noyaux de comètes présentent des caractéristiques de surface, des zones claires et sombres, un relief topographique qui génère des irrégularités dans les courbes de luminosité. Une courbe de lumière parfaitement régulière évoque soit une surface exceptionnellement homogène, soit une compensation active des fluctuations naturelles. Si les variations s'alignent avec d'autres signes d'activité de manière à indiquer un contrôle plutôt qu'une inertie, cela serait stupéfiant. Par exemple, si les émissions de gaz se produisent toujours à des phases de rotation précises, cela suggère des évents localisés placés intentionnellement. Si les modifications de brillance précèdent ou suivent les phases de rotation d'une façon incompatible avec un chauffage solaire passif, cela implique des mécanismes actifs qui modulent la sortie. Le programme d'observation exige une surveillance prolongée sur des périodes de rotation complètes, qui peuvent durer des heures à des jours. Des télescopes automatisés et des réseaux de surveillance photométrique offrent une couverture ininterrompue. Plusieurs sites à différentes longitudes garantissent une observation 24 heures sur 24. L'analyse des données repose sur des méthodes éprouvées pour détecter les périodes et inverser les courbes de lumière. Test 7. Détection du champ magnétique par rotation de Faraday. Les ondes radio traversant un plasma magnétisé subissent une rotation de Faraday, où l'angle de polarisation se tord en proportion de l'intensité du champ et de la densité du plasma. Cet effet, prévu par l'électromagnétisme classique et observé dans de nombreux contextes astrophysiques, fournit une sonde directe des champs magnétiques. Si Atlas possède un champ magnétique et une chevelure ionisée, les sources radio de fond vues à travers cette chevelure devraient montrer une rotation. La géométrie exige un alignement précis. Atlas doit passer devant ou près d'une source radio brillante, telle que vue depuis la Terre. Ces événements sont rares mais prévisibles grâce aux calculs orbitaux et au catalogue de sources radio. Cette approche est techniquement exigeante, nécessitant des mesures précises de polarisation des sources radio le long de la ligne de visée à plusieurs moments. Les mesures doivent être exactes à des degrés ou fractions de degrés pour l'angle de polarisation. La rotation de Faraday ionosphérique doit être corrigée, car l'ionosphère terrestre rotationne aussi la polarisation, mais c'est réalisable avec des réseaux VLB, et cela pourrait détecter directement des champs qui n'ont pas à exister autour d'une comète naturelle. Les comètes n'ont pas de champs magnétiques intrinsèques. Leurs noyaux sont trop petits et non métalliques. Toute détection de champs serait extraordinaire. Elle pourrait indiquer une composition métallique, des dynamos internes, ou des systèmes électromagnétiques fonctionnant au-delà des processus naturels. L'intensité et la structure du champ limiteraient les modèles de ceux qui le génèrent. Chaque test formule des prédictions sous divers modèles. Si Atlas est une comète naturelle à composition inhabituelle, on s'attend à une polarisation cométaire-like,
une activité seulement sous chauffage solaire, une forme et une rotation irrégulières, aucune corrélation multilongueur d'onde, aucune signature de champ magnétique. Si c'est un SM de fragments, on anticipe une polarisation légèrement atypique due à la diffusion collective, une structure étendue mais compacte, des courbes de lumière chaotiques, aucun comportement électromagnétique organisé. Si c'est actif électromagnétiquement par des processus naturels mais exotiques, on prévoit une polarisation anormale, une détection de champs magnétiques, des corrélations multilongueurs d'onde, une activité possible même loin du Soleil. Si c'est artificiel, toutes les hypothèses tombent. Mais on pourrait observer des structures géométriques, un comportement organisé, des émissions ne correspondant pas au spectre naturel, des motifs temporels suggérant un contrôle. L'essentiel est que ces tests sont réfutables. On peut prédire à l'avance quels résultats soutiendraient ou contredirait chaque hypothèse. C'est ainsi que fonctionne la science. On émet des prédictions. On les vérifie. On ajuste ses convictions en fonction des résultats. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est poursuivre des observations ambiguës, interprétables de multiples façons selon les présupposés initiaux. Il faut des observations conçues pour trancher les débats, imposer des conclusions, éliminer des possibilités. Cela demande un effort coordonné, une allocation de temps au télescope, une priorisation de ces interrogations et une disponibilité des observatoires à engager des ressources dans ce qui pourrait paraître une enquête hasardeuse. Mais le rendement scientifique est immense. Soit on confirme qu'Atlas est une comète bizarre et on apprend du neuf sur la physique cométaire, soit on découvre que c'est autre chose et on ouvre un nouveau domaine d'étude. Les fenêtres d'observation approchent. Atlas aura de futurs passages au périhélie, de futures phases actives, de futures occasions. La question est de savoir si la communauté astronomique les saisira ou si Atlas restera une note ambiguë dans le catalogue des visiteurs interstellaires. Partie 13. S'il était artificiel, conséquences pour la politique SETI et les procédures scientifiques. Affrontons directement les implications. Si on accepte, même hypothétiquement, que Trey Atlas pourrait ne pas être naturel, tout change. Les cadres qu'on utilise pour chercher l'intelligence extraterrestre, les politiques régissant la gestion de telles découvertes, les procédures pour valider des affirmations extraordinaires, tout devrait être révisé sur le champ. Commencez par les protocoles SETI. Les recherches SETI traditionnelles visent des signaux radio, des balises émises intentionnellement par des civilisations technologiques cherchant à établir un contact. Les présupposés sont que la communication est volontaire, qu'elle exploite des ondes électromagnétiques à des fréquences précises et qu'elle provient de systèmes planétaires orbitant autour d'autres étoiles. Pourtant, si des artefacts technologiques sont capables de voyager entre les étoiles, s'ils peuvent être suffisamment compacts et abondants pour que nous les croisions dans notre propre système solaire, l'espace de recherche se métamorphose entièrement. Un tel artefact ne diffuserait pas forcément de signaux. Il pourrait rester en veille, en mode d'observation passive ou fonctionner selon des mécanismes que nous ne percevons pas comme des échanges. Sa détection résulterait d'anomalies comportementales, de caractéristiques physiques incompatibles avec les phénomènes naturels, plutôt que de messages décryptés. Cela oriente le SETI de la radioastronomie vers des relevés optiques, la spectroscopie, l'astrométrie, ou toute méthode permettant de repérer des objets suspects parmi les millions de corps célestes naturels que nous suivons. Les seuils de détection évoluent également. Le SETI classique impose un critère élevé pour valider un signal artificiel, en raison des risques graves d'erreurs positives sur le plan professionnel et sociétal. Mais si des artefacts sont potentiellement présents et visibles physiquement, la charge de la preuve se déplace. Nous pourrions les analyser directement, accumuler diverses preuves, mener des examens impossibles avec des ondes radio. Le nouveau critère s'articule autour de la question. Le comportement de cet objet, observé sous tous les angles, correspond-il mieux à un modèle artificiel qu'à un naturel? Les enjeux politiques s'imposent avec urgence. À qui revient la propriété des données en cas de confirmation d'un artefact? Actuellement, les agences spatiales gardent le contrôle sur les informations issues de leur mission. Cependant, la révélation d'une technologie non humaine pourrait activer d'autres compétences. Les services de sécurité nationale pourraient revendiquer leur autorité. Des instances internationales, comme le Comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, pourraient s'attribuer un rôle central. Les cadres légaux pour gérer de telles découvertes n'existent pas sous une forme opérationnelle. Les protocoles de divulgation scientifique restent flous. L'Académie internationale d'astronautique a formulé des principes SETI qui décrivent la gestion d'une détection de signaux artificiels, en insistant sur la notification internationale et la vérification scientifique avant toute annonce publique. Mais ces directives sont facultatives, sans force contraignante. Elles ont été conçues pour des cas de détection radio, non pour des artefacts matériels. Si une sonde spatiale capture des images d'un objet artificiel, qui tranche sur le moment et la manière de diffuser ces renseignements?
La traçabilité des données devient essentielle. Toute affirmation de détection d'une technologie artificielle affrontera un scepticisme intense, ce qui est justifié. La seule manière de le surmonter repose sur des données d'une intégrité irréprochable. Des images brutes avec en-tête signées numériquement. Plusieurs observations indépendantes corroborant le même événement. Des archives ouvertes où quiconque peut reproduire l'analyse. Une méthodologie limpide, retraçant chaque étape de traitement. Tout ce qui est inférieur à cela ouvre la porte à des soupçons d'erreur, de supercherie ou de mauvaise interprétation. Une coordination internationale s'avère indispensable, mais ardue. Les pays poursuivent des intérêts divergents dans l'espace. Des degrés variables de transparence, des liens distincts entre leurs agences spatiales et leurs structures militaires. Un artefact repéré par une navette d'une nation donnée pourrait être vu comme un atout stratégique plutôt que comme un savoir scientifique à partager librement. Conciliant les principes scientifiques d'ouverture avec les préoccupations de sécurité nationale exigerait des pourparlers au sommet. Les analogies historiques sont rares. La découverte en 1967 de pulsations avait suscité des hypothèses sur des signaux artificiels, avant que le modèle de phare ne les attribue à des étoiles à neutrons en rotation. Le signal WOW de 1977 demeure inexpliqué, mais non répété. Aucune de ces situations n'a nécessité le type de réponse politique qu'imposerait un artefact réel. La comparaison la plus proche pourrait être la façon dont la structure de l'ADN ou la fission nucléaire a entraîné une coopération scientifique internationale et l'élaboration de politiques. Même celles-ci ne saisissent pas l'ampleur totale. Les interrogations éthiques se multiplient. Si un artefact existe, lui appartient-il à son découvreur? À l'humanité dans son ensemble? À celui qui l'a émis? Avons-nous le droit de l'étudier, de l'altérer, d'essayer de communiquer? Et s'il nous surveillait? Et si le perturbé déclenchait des réactions imprévisibles? La science-fiction a exploré ces cas, mais il ne relève plus du domaine imaginaire. Si nous confrontons vraiment cette réalité, il y a aussi le péril d'une annonce hâtive. Proclamer une technologie artificielle sur des bases insuffisantes éroderait la crédibilité, pourrait freiner les efforts SETI sérieux et susciter un ridicule rendant les futures affirmations plus difficiles à juger équitablement. Mais conserver des preuves en exigeant des seuils de certitude toujours plus élevés pourrait aussi être irresponsable si le phénomène est authentique et crucial. Trouver l'équilibre adéquat demande un discernement difficile à formaliser dans des procédures. Et il faut anticiper la réaction du public. Comment se traduirait la révélation d'une technologie non humaine sur la société? Certains y verraient un motif de joie intense, la considérant comme la plus grande avancée pour l'humanité. D'autres pourraient céder à la panique, craignant une invasion ou une menace existentielle. Il y en aurait aussi pour qui le scepticisme l'emporterait, malgré les preuves, soupçonnant un complot ou une supercherie. Gérer les répercussions sociales tout en préservant l'intégrité scientifique représenterait sans doute le défi le plus ardu. Une chose est sûre, nos structures actuelles sont loin d'être adaptées. Si Atlas ou un autre objet s'avérait artificiel, nous ne serions prêts ni sur le plan institutionnel, ni procédural, ni culturel. Cela n'implique pas pour autant que nous devions cesser les recherches, ignorer les enquêtes ou dévier des données, quel que soit leur chemin. Au contraire, il faut anticiper en élaborant dès à présent des protocoles pour l'avenir. Ainsi, si l'extraordinaire se concrétisait, des mécanismes solides seraient en place pour le traiter avec sagesse. La démarche scientifique avancerait de manière itérative. Observation, élaboration d'hypothèses, formulation de prédictions, expérimentation, ajustements successifs. C'est la méthode éprouvée pour toutes les interrogations scientifiques passées. La particularité réside dans l'ampleur des enjeux et l'intensité du regard porté sur chaque étape. Les détracteurs scruteraient chaque phase à la recherche de failles. Toute affirmation devrait résister au doute le plus sévère. C'est tout à fait légitime. Des allégations exceptionnelles exigent des preuves irréfutables, et le recueil comme la validation de ces preuves doivent être impeccables. Pourtant, il ne s'agit pas de se laisser figer par ces obstacles. Les interrogations restent posables. Les relevés sont réalisables. Les informations, si elles existent, peuvent être détectées et examinées. Il faut du courage pour aborder sérieusement les irrégularités, de la rigueur pour écarter les interprétations erronées, et de la transparence pour sauvegarder la confiance. Le cadre est déjà là. Il suffit de l'appliquer avec constance, même quand les conséquences nous dérangent. En vérité, nous sommes déjà engagés dans ce processus, que nous le reconnaissions ou non. Chaque observation d'Atlas, chaque étude de ses caractéristiques, chaque effort pour décrypter son comportement fait partie de l'enquête. Nous manquons simplement d'une approche systématique et approfondie qu'il mériterait peut-être. La question porte sur notre choix. Persister avec des relevés épars et désordonnés qui entretiennent les zones d'ombre
ou lancer une opération ciblée visant des réponses claires. Si Atlas est d'origine artificielle, nous le saurons inévitablement. La technologie laisse des traces indélébiles qui ne restent pas cachées éternellement. Sa structure, sa composition, ses schémas de comportement se dévoileraient tous avec une observation assez poussée. Le seul enjeu est la durée que cela prendra et les occasions manquées dues à l'hésitation ou au manque de coordination. Et si ce n'est pas artificiel, démontrer cela de façon définitive serait tout aussi précieux, car cela élargirait notre connaissance des phénomènes naturels que l'univers peut générer. Dans tous les cas, l'enquête elle-même propulse la science en avant. Elle nous oblige à affiner les techniques de détection, à optimiser la gestion des données, à concevoir des modèles plus performants et à nous interroger sur la manière de détecter l'intelligence si elle surgit dans un cadre inattendu. Ces problématiques valent la peine d'être explorées, indépendamment de la nature finale d'Atlas. Partie 14. Schéma cosmique plus large. Entrons-nous dans une ère de bizarrerie majeure? Prenons du recul pour embrasser l'ensemble. Nous observons 3 objets Atlas qui se comportent différemment de toute comète connue jusqu'alors. Nous avons l'échappement J1832 qui émet des impulsions radio et rayons X avec une régularité de 44 minutes, sans correspondre à aucune catégorie d'objets reconnus. Nous détectons un neutrino de 220 pétaélectronvolts indiquant une accélération de particules que nous ne parvenons pas à élucider complètement. S'agit-il d'anomalies isolées ou d'un tournant où l'univers se révèle plus étrange que prévu? Réfléchissons aux évolutions de la dernière décennie. Des télescopes de relevé comme la Zwicky Transit Facility, Pan-STARRS et l'Observatoire Vera-Rubin balaient de vastes portions du ciel de manière répétée, repérant tout ce qui varie ou se déplace. Des réseaux radio tels qu'ASCAP et MERCAT surveillent le firmament en continu, captant des événements fugaces que les instruments antérieurs auraient complètement ignorés. Les détecteurs de neutrinos sont passés de configurations expérimentales modestes à des installations cubiques de kilomètres. Les observatoires d'ondes gravitationnelles ont ouvert une fenêtre inédite sur l'univers. Chaque avancée technique met en lumière des phénomènes ignorés jusqu'alors. Les sursauts radio rapides n'ont été identifiés qu'en 2007, non par leur rareté, mais parce que nous n'observions pas correctement. Aujourd'hui, nous en repérons des dizaines par jour sans en comprendre pleinement l'origine. Les fusions d'étoiles à neutrons restaient théoriques jusqu'à leur détection en 2017 via des ondes gravitationnelles et un rayonnement électromagnétique simultané. L'univers ne cesse de nous étonner justement parce que nous l'examinons enfin avec la sensibilité et la couverture adéquates. L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle accélèrent cette dynamique. Des algorithmes scrutent désormais des millions d'images, de spectres, de courbes de lumière, décelant motifs et irrégularités qui demanderaient des années d'analyse humaine manuelle. Résultat, nous identifions des cas atypiques plus vite que nous ne les expliquons. Le répertoire des phénomènes inexpliqués s'allonge sans cesse. Plus vite que le répertoire de celles que nous comprenons déjà. Pourtant, il y a un paradoxe sous-jacent. L'abondance de données engendre plus de perturbations. Une profusion d'enquêtes multiplie les anomalies statistiques. Les artefacts des instruments finissent souvent pris pour des signaux authentiques. Et les faux positifs se multiplient. Quand on scrute des milliards d'objets célestes, les incidents rarissimes, survenant une fois sur 1 million, se produisent des milliers de fois. Comment séparer la véritable physique novatrice des écarts purement aléatoires qui émergent inévitablement dans d'immenses ensembles de données? La réponse réside dans les corrélations et les répétitions. Si les bizarreries se concentrent sur des catégories spécifiques d'objets, des zones spatiales précises ou des intervalles temporels évocateurs, cela évoque une réalité tangible. Si les irrégularités se dispersent de manière aléatoire, surgissant une seule fois sans se reproduire, il s'agit vraisemblablement de bruits parasites. Atlas est intrigant, mais c'est un seul objet. ASCAP J1832 est intrigant, mais c'est un seul objet. Le neutrino représente un unique événement. Sont-ils liés? En existe-t-il d'autres que nous manquons? Ou bien forçons-nous des motifs sur des informations trop limitées, inventant des liens illusoires? Des trouvailles récentes, au-delà de ces cas, esquissent l'ampleur du phénomène. Les astronomes repèrent des exoplanètes dotées d'atmosphères instables en théorie, de trajectoires orbitales que les simulations de formation peinent à justifier, ou de densités impliquant des compositions inhabituelles. Des étoiles s'assombrissent de façon imprévisible, à l'image de l'étoile de Tabi, suscitant des hypothèses sur des mégastructures avant que des nuages de poussière n'expliquent le tout. Il existe des galaxies dépourvues de matière noire ou en surabondance de celle-ci, contredisant nos théories sur la genèse galactique. En 2025, les avancées en astrophysique boostées par l'IA s'accélèrent. Les réseaux neuronaux détectent des lentilles gravitationnelles, analysent des spectres atypiques et anticipent l'évolution stellaire avec une précision surpassant les approches classiques. Cependant, l'IA ne repère que ce pour quoi elle a été entraînée.
Si les données d'apprentissage excluent les artefacts ou les phénomènes inédits, les algorithmes risquent de les ignorer ou de les ranger dans la catégorie du bruit. Nous nous reposons de plus en plus sur des instruments qui pourraient nous rendre aveugles aux surprises authentiques. La question philosophique au cœur de tout cela est de savoir si nous dévoilons de véritables singularités ou si nous les fabriquons via des biais d'observation. L'univers a toujours été énigmatique. Nous commençons seulement à l'observer avec assez de clarté pour en saisir l'étrangeté. Ou peut-être que l'étrangeté est une notion relative, mesurée par l'écart entre les mesures et nos modèles théoriques. À mesure que ces modèles s'affinent, ils intégreront ce qui paraît aujourd'hui anormal. Je penche pour la première option. Rien n'oblige l'univers à se plier à notre intuition humaine ou aux lois physiques du XIXe siècle. La mécanique quantique est déconcertante. La relativité générale l'est tout autant. La matière noire et l'énergie sombre sont profondément mystérieuses. Chaque génération de physiciens réalise que la réalité suit des règles qui paraissent absurdes jusqu'à ce qu'on les saisisse, et même après, elles conservent une part d'excentricité. Ainsi, nous pourrions bien traverser une période d'étrangeté. Le XXIe siècle pourrait être celui où nos outils nous révèlent enfin l'univers tel qu'il est, empli de conditions extrêmes, de mécanismes exotiques, d'échelles et d'énergie qui testent les frontières des lois physiques. Atlas, ASCAP J1832 et les neutrinos à ultra haute énergie pourraient n'être que les premiers indices d'un vaste inventaire de bizarreries cosmiques encore à explorer. Ou bien, nous surinterprétons des anomalies isolées, traquant des schémas dans le chaos pur, laissant notre imagination devancer les faits. La seule manière de trancher est de poursuivre les observations, les vérifications, et de confronter nos spéculations audacieuses à la rigueur impitoyable des mesures. La science progresse en considérant avec sérieux ce qui pourrait être faux, mais en l'examinant avec assez de minutie pour le déterminer. Une chose est sûre, nous vivons une ère exceptionnelle en astronomie. Les découvertes s'enchaînent à un rythme inédit. Les interrogations se font plus profondes, les réponses plus étonnantes. Que l'Atlas incarne spécifiquement une anomalie réelle ou une simple curiosité, le simple fait d'étudier un visiteur interstellaire en détail, d'en débattre et d'élaborer des expériences pour en sonder l'essence témoigne d'une aptitude qui relevait de la science-fiction il y a une génération. Et d'autres objets interstellaires arrivent. Borisov a précédé Atlas. Les modèles statistiques indiquent que des dizaines traversent le système solaire interne chaque année, la plupart trop faibles pour être détectés. Quand l'observatoire Vera-Rubin atteindra sa pleine capacité, il en repérera des centaines. Chacun est un émissaire d'un autre système stellaire, transportant des indices sur des conditions et des dynamiques dans des lieux inaccessibles. Chacun offre une chance de challenger nos présupposés et de réaliser que nous nous trompions sur des évidences présumées. L'étrangeté n'en est peut-être qu'à ses débuts. Et c'est exaltant, même si cela déstabilise, car cela signifie que l'univers garde encore des mystères, des rebondissements, le pouvoir de balayer nos certitudes rassurantes et de nous pousser à repenser l'impossible. Partie 15. Synthèse finale. Ce que nous savons vraiment, ce que nous devons exiger, et les 3 épreuves qui trancheront. Ramenons cela sur Terre et résumons ce que nous savons avec certitude en distinguant les spéculations des faits établis et en traçant les étapes à suivre. Voici les éléments confirmés. L'expérience teste a analysé plus de 9000 images de 3I Atlas et n'a relevé aucun coma prolongé, la considérant comme une source ponctuelle. Ces données sont fiables et reproductibles. Le télescope spatial James Webb et d'autres instruments infrarouges ont repéré des émissions de gaz, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, signe d'une activité volatile. Ces mesures sont également solides. Les télescopes optiques au sol ont livré des résultats disparates. Certains ont noté des asymétries, d'autres une structure minimale. Les observations sont authentiques, mais contradictoires. Les données de la sonde Psyché, qui pourraient clarifier ces divergences, n'ont pas été divulguées publiquement, et nous ignorons si elles existent bel et bien. Ce qui demeure incertain, c'est le processus physique qui génère du gaz sans queue de poussière évidente, la nature et la configuration du noyau de l'objet, si les écarts entre instruments traduisent un comportement vraiment anormal ou simplement des biais d'observation et de traitement, le rôle éventuel inhabituel des phénomènes électromagnétiques ou plasmatiques, et si les événements multilongueurs d'onde évoqués, comme ASCAP J1832 et les neutrinos de haute énergie, sont liés à Atlas. Ce qui relève de la pure hypothèse, c'est que Atlas pourrait être d'origine artificielle ou technologique, que les données de la sonde Psyché sont retenues pour des motifs non scientifiques, ou qu'un schéma relie diverses anomalies cosmiques via une physique exotique partagée. Ces concepts méritent d'être examinés et vérifiés, mais ils manquent de preuves irréfutables pour l'instant. Ce ne sont que des suppositions, pas des certitudes. Passons à l'échelle des conclusions. Comment progresser du naturel vers l'exotique, du naturel vers l'artificiel? Quelles preuves nous font gravir un échelon? Le naturel est la base par défaut. Il suffit de repérer une combinaison crédible de compositions,
de forme et de conditions ambiantes qui rendent compte des observations sans recourir à une physique inédite. Le naturel exotique exige de détecter des mécanismes à l'œuvre sur Atlas absents des comètes ordinaires, mais compatibles avec la physique établie, comme des effets électromagnétiques ou une chimie glaciale atypique. L'artificiel demande plusieurs indices indépendants démontrant un comportement incompatible avec tout processus naturel, une structure suggérant une conception intentionnelle, et une validation des données excluant erreur ou contamination. Les 3 examens décisifs pour trancher. Premier examen, récupération forensique des archives. Obtenir l'accès aux données de la sonde Psyché ou à toute autre observation spatiale pendant les phases d'activité d'Atlas. Confirmer l'existence des images, les analyser pour leur forme et leur morphologie, et valider leurs métadonnées ainsi que l'historique de traitement. C'est l'approche la plus directe, car des images haute résolution révéleraient l'aspect réel de l'objet, indiquant s'il s'agit d'un noyau irrégulier classique, d'un amas de fragments ou d'une géométrie particulière. Les obstacles techniques sont minimes. Les barrières institutionnelles pourraient être élevées, mais surmontables par de la ténacité et des demandes officielles. Deuxième examen, observation coordonnée multilongueur d'onde décisive. Mettre en place une campagne lors de la prochaine phase active d'Atlas, impliquant de la polarimétrie optique et infrarouge, une spectroscopie pour suivre la production de gaz, des radiotélescopes à la recherche d'émissions, des observatoires X pour détecter des sursauts et des détecteurs de particules pour repérer des événements haute énergie simultanés. Cette stratégie globale saisirait des corrélations invisibles aux observations isolées. Elle évaluerait si Atlas manifeste une activité électromagnétique, si son comportement est périodique ou erratique, et s'il émet des signaux au-delà de ceux attendus pour une comète. Troisième examen, corrélation avec les événements haute énergie. Suivre en continu les détecteurs de neutrinos, les réseaux de rayons cosmiques et les observatoires gamma pour toute liaison statistiquement significative avec l'activité d'Atlas. Cela vérifie l'hypothèse la plus audacieuse d'un lien avec des processus astrophysiques intenses. C'est une piste hasardeuse, mais les flux de données en temps réel sont disponibles pour analyse. Une corrélation détectée bouleverserait notre vision de l'objet. Son absence écarterait une classe d'explications exotiques. Voici le plan sur 90 jours. Jour 1 à 30. Constituer la coalition d'audits citoyens. Répartir les tâches de recherche archivistique. Déposer des requêtes FOIA pour les données Psyché et les journaux de mission. Lancer le téléchargement systématique et le retraitement des images accessibles de toutes les missions potentiellement concernées par Atlas. Jour 30 à 60. Synthétiser les résultats de la recherche archivistique. Élaborer des propositions pour les télescopes en vue d'une campagne d'observation coordonnée lors de la prochaine activité d'Atlas. Contacter les collaborations sur les détecteurs de neutrinos pour des analyses de corrélation. Démarrer une campagne de plaidoyer public en faveur de la transparence des données. Jour 60 à 90, soumettre les propositions. Relancer les réponses au FOIA. Publier les conclusions préliminaires de l'analyse archivistique. Mettre en place des canaux de dialogue avec les astronomes professionnels prêts à apporter leur savoir-faire et leurs instruments. Voici un appel à l'engagement pour quiconque suit cette affaire. Si vous maîtrisez la data science, proposez vos services pour fouiller les archives et concevoir des outils d'analyse. Si vous disposez de télescopes, même des modèles amateurs modestes, participez aux campagnes d'observation synchronisées. Si vous êtes expert en droit, aidez aux démarches administratives et aux demandes d'accès aux données. Si vous gérez des plateformes ou des communautés, sensibilisez le public et exercez une pression sur les institutions pour plus de transparence. Si vous avez des fonds à disposition, envisagez de financer des initiatives de sciences citoyennes via des subventions ou des campagnes de financement participatif. Chaque action rapproche l'énigme de sa résolution. Au cœur de cette histoire bat une émotion profonde. Nous nous trouvons à un carrefour décisif. Un objet se comporte de manière si singulière qu'il appelle une explication, des technologies sont prêtes à la fournir, et il nous incombe de choisir entre une enquête sérieuse ou une ambiguïté persistante. La voie simple consiste à le qualifier de comète excentrique et à passer à autre chose. La voie exigeante, c'est d'admettre notre ignorance actuelle et de nous engager à élucider le pourquoi. C'est précisément dans ces instants que la science avance. Quand les relevés contredisent les théories habituelles, quand le modèle dominant ploie sous les irrégularités, il faut trancher, colmater les brèches avec des hypothèses provisoires ou envisager qu'un principe fondamental soit en cause. Souvent, les rustines suffisent et le cadre théorique en sort affiné et plus solide. Mais parfois, rarement, ces anomalies signalent une vérité plus profonde qui impose de repenser les fondements mêmes. Nous ignorons encore de quel type de moment il s'agit pour Atlas. Cela pourrait n'être qu'une comète au très inhabituel mais explicable en fin de compte. Ou bien le premier cas évident d'un phénomène naturel et exotique, encore non classé. Ou
Dans l'hypothèse qui évoque la science-fiction mais qu'on ne peut écarter sans preuve, il s'agirait du premier artefact détecté en provenance de l'extérieur de notre système solaire. La chance de cette dernière possibilité reste faible, mais faible ne veut pas dire nul, et ses conséquences sont trop cruciales pour les balayer parce qu'elles dérangent. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci, l'énigme demeure ouverte. Les instruments sont à portée de main. Les vérifications sont tracées. Nous n'avons pas encore la démonstration de l'impossible. Mais nous tenons les indices les plus solides à ce jour sur un élément qui défie notre compréhension. Les informations sommeillent dans des bases de données ou dans des appareils braqués vers le ciel en ce moment même. La véritable interrogation porte sur notre détermination collective à les traquer, notre exigence méthodologique pour bien mener l'affaire, et notre audace à accueillir les conclusions, quelles qu'elles soient. Voilà comment naissent les découvertes. Non par un éclair de génie subi, mais par l'accumulation d'anomalies qui suscitent des interrogations, des enquêtes qui les suivent jusqu'au bout, et des réseaux d'individus qui transforment les faits bruts en savoir. Le mystère d'Atlas nous convie à cette aventure, nous tend un rôle dans la quête de ce qui est authentique versus ce qui n'est qu'erreur d'interprétation. Alors, passons à l'action, réclamons les données, réalisons les mesures, effectuons les études, et écoutons ce que l'univers nous révèle vraiment. Car le pire scénario ne serait pas de réaliser que nous nous trompons sur un pilier essentiel, mais de laisser filer cette chance de le découvrir en choisissant de détourner le regard. La frontière est franchissable. L'énigme nous appelle. Et au sein des données inexploitées ou des mesures à venir, la réponse patiente d'être débusquée.